Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la 3e édition des Rendez-vous de ma santé. Rendez-vous organisé de manière trimestrielle par le conseil départemental avec pour sujet ce soir ma santé à l'approche de l'été. Oui, l'été est enfin là. Enfin, plus ou moins. Mais en tout cas, ça augure de belles choses, de vacances, de baignades, de balades en forêt, de sorties avec les animaux, pourquoi pas, balades en nature, de voyages également à l'étranger. Ça, c'est très bien, mais bien sûr, avec tout cela, il y a également des risques. Et c'est ces risques et surtout la prévention des risques dont nous allons parler ce soir avec... Monsieur Jean-François Salard nous fera une description de ce qui va se passer dans la soirée. Une conférence table ronde avec des échanges. Vous pourrez échanger avec les intervenants. On va parler de ces risques, de leur prévention. Jusqu'à 21h, je propose à Monsieur Salard, conseiller départemental de la Mayenne, donc comme je disais, qui organise ces rendez-vous, de faire l'introduction. Vous avez vu, nous sommes filmés. Vous pourrez bien sûr retrouver ces rendez-vous de la santé sur Internet. Monsieur Salard, je vous laisse maintenant la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Ah non, ça c'est la première version du discours, quand je ne savais pas encore que le match de foot était programmé au même moment. Donc on a décidé de persister et donc merci d'être venus. Et donc je vous explique un petit peu le principe des rendez-vous de la santé. En fait, on se réunit en partenariat avec... l'IREPS avec l'ARS pour définir les sujets. On fait un petit comité de pilotage pour définir ensemble quels sont les sujets pertinents pour la population. Donc on a déjà traité la prévention du cancer. On a parlé la dernière fois des 1000 premiers jours. Et donc aujourd'hui, c'est M. Gilles Salva qui va nous parler de la santé à l'approche de l'été, et plus particulièrement des risques infectieux aussi, et des zoonoses. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude avec d'abord un exposé. Bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à notre intervenant. Et puis ensuite, il y aura une petite table ronde et on finira autour d'un pot de l'amitié. Et les échanges pourront continuer, bien sûr, pendant ce moment-là. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Gilles Salva, que je remercie d'être venu de Saint-Brieuc jusque chez nous. Merci beaucoup de cette invitation. Et puis merci à tous ceux et toutes celles qui sont présents ce soir, malgré le match de foot. Vous n'aurez pas les résultats en direct avec moi. Par contre, je vais prendre la zapette. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Gilles Salva. Je suis directeur général délégué de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ça veut dire qu'on travaille sur tous les risques auxquels l'homme est exposé, enfin l'humain est exposé dans son environnement, donc par son alimentation, mais aussi par son contact avec les animaux. Donc j'en parlerai un petit peu, mais dans nos laboratoires, on travaille beaucoup sur la santé animale, sur la sécurité sanitaire des aliments, sur le bien-être des animaux également, et puis sur la santé des végétaux. Et donc on travaille aussi sur la santé de l'environnement, ou plutôt la santé de l'homme en relation avec les altérations de l'environnement, et la santé des hommes et des femmes, évidemment, enfin des humains, on va dire, en relation avec leur travail. Donc on rend un certain nombre d'avis là-dessus et on a une activité de recherche. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie recherche et référence dans cette agence. Alors, j'ai intitulé ma conférence ce soir « Décrypter les liens étroits entre la santé humaine, la santé animale et la santé de notre environnement » pour parler notamment des maladies infectieuses émergentes, mais pas seulement, d'un certain nombre de risques qui sont liés à l'été, mais aussi au réchauffement climatique, et on en reparlera, au dérèglement climatique plus exactement. Donc cette agence, elle a été créée en 2010, donc on a fêté nos 14 ans, préexistait avant une autre agence qui s'appelait l'AFSA, et puis une autre qui s'appelait l'AFSET, qui ont fusionné.
C'est une agence nationale d'expertise scientifique qui est destinée à apporter des repères scientifiques aux décideurs publics, mais aussi à un certain nombre d'associations qui peuvent nous saisir. Il y a des ONG qui peuvent nous poser des questions dans leur domaine de compétences. Et puis, donc, notre ambition, c'est de renforcer globalement la sécurité sanitaire. Et on travaille beaucoup en étroite collaboration avec Santé publique France, qui s'occupe, lui, plus particulièrement de tous les problèmes de santé publique humaine. Et nous, c'est plutôt l'humain dans son environnement, on va dire. Donc on est à peu près 1400 à l'agence et la moitié des agents de notre agence travaillent dans des laboratoires de recherche, donc qui travaillent beaucoup en santé bien-être des animaux, sécurité sanitaire des aliments et santé des végétaux. Et donc par ailleurs sur l'activité d'évaluation des risques, on a aussi des travaux en santé environnement et santé travail. On est ce qu'on appelle l'agence Une Seule Santé. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse, notamment c'est un concept qui est redevenu à la mode avec le Covid, parce j'en reparlerai tout à l'heure, mais il est vraisemblable que le Covid soit un virus qui soit passé de l'animal à l'homme, avec quelques intermédiaires, on en reparlera. Et donc on essaye on va dire, de regrouper l'ensemble de ces thématiques sous le vocable Une Seule Santé, et je reviendrai sur cette définition d'une seule santé, qui est importante en termes de politique publique, on va dire, y compris au niveau international. Alors nos missions, donc, c'est des missions d'évaluation des risques sanitaires avec des collectifs d'experts qui ne sont pas tous des experts de notre agence. On a 800 experts externes à notre agence qui viennent de l'université, qui viennent d'INRAE pour certains établissements de recherche, du CNRS, de l'INSERM, des centres hospitaliers également, et qui nous accompagnent dans ces collectifs d'experts, en fait. Alors c'est des experts qu'on sélectionne à la fois pour leurs compétences, évidemment, d'abord, mais aussi pour leur indépendance, par rapport à des industriels, par exemple, à l'industrie privée. Quand on a des médecins dans nos collectifs d'experts, on leur demande de remplir une déclaration publique d'intérêt de façon à mesurer leur degré de dépendance et plutôt d'indépendance vis-à-vis, par exemple, des labos pharmaceutiques. On prend en compte les connaissances scientifiques, on évalue les risques avec des méthodologies si possible innovantes, on essaye d'intégrer l'ensemble des expositions de l'homme dans son environnement, ce qu'on appelle l'exposome, ou les effets cocktails. Et puis en fait on produit des recommandations qui sont à destination avant tout, je ne l'ai pas dit, mais on a 5 ministres de tutelle. C'est beaucoup, mais c'est bien quand on a 5 tutelles, en fait, ça fait une répartition du pouvoir qui fait que finalement on a moins de pression que si on en avait une seule. Donc les 5 tutelles, c'est la santé, l'environnement, l'agriculture, le budget, parce que pour la partie répression des fraudes, et le ministère du Travail. Donc une agence qui est multitutelle. On a des laboratoires un petit peu partout en France, presque partout. Alors ils sont pas répartis de façon, à chaque laboratoire correspond pas à une zone géographique. C'est plutôt par thématique. Par exemple, les laboratoires qu'on a en Bretagne, comme je viens de là, je vais en parler. À Ploufragan, à côté de Saint-Brieuc, le laboratoire qui est installé là travaille sur les cochons et les volailles, la santé des cochons et des volailles, et puis des produits qui en sont issus. Et il est regroupé avec un laboratoire qui se trouve à Brest, qui travaille sur les poissons, et la santé des poissons, et puis à Niort sur la santé des ruminants. Donc on a on a 9 laboratoires sur 16 sites différents. Et donc qui travaillent Angers, c'est la santé des végétaux, comme Clermont-Ferrand, Montpellier, un des labos de Nancy, La Réunion également. Nancy, c'est la faune sauvage et la qualité de l'eau, des eaux de boisson. Je ne vais pas tous les détailler, mais voilà, la répartition géographique n'a pas grand-chose à voir avec les activités, si ce n'est que, par exemple, on a des labos en Bretagne qui travaillent sur les cochons et les volailles, parce que c'est quand même là qu'on produit à peu près la moitié des cochons et des volailles. Et puis qu'on n'est pas trop loin des Pays de Loire, où on produit les 30% restants, donc une partie des 30% pour arriver à 80%. On anime des dispositifs de vigilance. C'est nous qui animons, par exemple, le réseau des centres antipoison. Donc, toutes les alertes qui remontent par les centres antipoison remontent chez nous. Et puis, quand vous entendez parler d'alertes sur, par exemple, un complément alimentaire qui pose des problèmes de santé, ça, c'est nos activités en nutrivigilance, par exemple. Alors, on a la toxicovigilance, ça, c'est les centres antipoison. Enfin, bref, tout un tas de dispositifs de vigilance. Les derniers qui ont commencé cette année et qu'on nous a
mission qu'on nous a refilée, si j'ose dire, cette année, qui était avant à l'Agence nationale du médicament humain, la NSM. On a récupéré cette année la cosmétovigilance et la tatou-vigilance, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait toute l'activité de vigilance sur les cosmétiques, d'une part, et leurs effets éventuellement adverses, et puis les encres de tatouage. C'est un peu anecdotique, mais c'est un domaine qui est, en tout cas pour la cosmétique, qui est économiquement pas complètement, je dirais, économiquement qui est un point important. On anime des plateformes de surveillance en santé animale, santé des végétaux, sécurité de la chaîne alimentaire, des réseaux de surveillance, et puis des observatoires de données, notamment sur les tables de composition alimentaire qui font partie de nos observatoires de données. On instruit également les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un certain nombre de produits. Alors d'une part les médicaments vétérinaires, ça c'est une activité qui se trouve à Fougères, et puis surtout, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de nous parfois dans la presse, les produits phytopharmaceutiques, en gros les pesticides, les biocides, et puis les matières fertilisantes et supports de culture, ça on parle moins de nous pour ça, mais sur les produits phytopharmaceutiques, c'est notre agence qui délivre les autorisations de mise sur le marché des produits. Alors je dis des formulations, hein, parce que par exemple le glyphosate, sa réautorisation, elle est instruite au niveau européen. Par contre le Roundup, c'est nous. Donc dès qu'on mélange la substance active glyphosate avec autre chose, les autorisations de mise sur le marché sont données au niveau national, et donc c'est nous qui nous occupons de ça. Et donc c'est une bonne occasion d'être ce que j'appellerais volontiers une boîte à claques, hein, puisque quand on retire une autorisation, généralement les agriculteurs sont pas contents parce qu'ils en ont besoin pour leur culture. Et les associations de protection de l'environnement sont contentes parce que ça fait un produit de moins sur le marché. Et inversement, quand on donne une autorisation de mise sur le marché, c'est plutôt les ONG qui sont pas contentes et les agriculteurs qui sont contents. Donc généralement, c'est une des activités où on est à peu près sûr de faire que des mécontents. Mais c'est une évaluation scientifique qui conduit à donner ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Et dans le cadre des vigilances, on a aussi une phytopharmacovigilance, c'est-à-dire qu'on recueille un certain nombre de signaux qui sont liés de santé éventuellement humaine ou de santé des plantes, etc., qui sont liés à l'utilisation de ces produits et qui peuvent amener au retrait d'un certain nombre de produits. Alors, pour introduire, je vais vous parler du concept One Health, une seule santé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept ? C'est un concept qui a émergé, on va dire, au début des années 2000, et je vous présenterai la définition qu'on a été donnée après le Covid, où on a intégré. Au départ, c'est de dire que l'homme et l'animal partagent un certain nombre de biotopes, d'agents infectieux, et qu'on ne peut pas aborder la santé de l'homme et la santé des animaux indépendamment les uns des autres, notamment parce qu'il y a des zoonoses, donc des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Et bon, on a conceptualisé un petit peu ça. En fait, c'est pas très nouveau. Les premiers médecins, si j'ose dire, Aristote avait été aussi médecin. C'est le premier à avoir écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ Histoire des animaux, Partie des animaux, Génération des animaux, et qui étaient 3 ouvrages dans lesquels il faisait la différence et il décrivait les différences et similitudes entre l'homme et l'animal. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on savait pas ce que c'était que la circulation sanguine. On avait un concept d'âme qui était un peu particulier. Donc c'est tout ça pour dire que cette notion qu'on partage un certain nombre de choses avec les animaux, dont la santé est quelque chose qui est assez vieux. Ensuite, les médecins et les vétérinaires se sont rapprochés pour faire de la médecine comparée. Et bon, là, je saute en 1964, mais entre-temps, il y a eu Ambroise Paré, il y a eu Claude Bernard au XIXe siècle, et on a fait une seule médecine, en disant qu'on pouvait réunir un certain nombre de concepts. Il y a un fondateur moderne qui s'appelle Jacob Zinstag et qui a créé ce concept de One Health. C'est quelqu'un qui travaillait en Afrique et qui a constaté que si, pour soigner les populations, pour essayer d'éradiquer un certain nombre de maladies, si on ne soignait pas en même temps les hommes et les animaux, on n'y arriverait pas. Et donc il a écrit ce livre qui est disponible sur Internet et qui est un bel ouvrage collectif pour expliquer tout ça. C'est un concept qui a été repris par les Nations Unies. D'abord l'OMS, l'Office international des épizooties, qu'on appelle maintenant l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO, qui est la Food and Agricultural Organization, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture
et l'alimentation, et puis le programme des Nations Unies pour l'environnement qui est venu juste après la crise Covid compléter un petit peu cette idée de One Health. Hein. Et donc je vais passer tout de suite, sans attendre à la définition. Le One Health, c'est quoi? C'est une approche intégrée fédératrice qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Et donc, c'est un concept qui dit que la santé de l'environnement, de l'homme, des animaux, des plantes est extrêmement interdépendante et qu'il y a un certain nombre de menaces qui menacent toutes ces santés-là, qu'elles soient humaines, des plantes, animales ou de l'environnement, notamment les menaces liées au changement et au dérèglement climatique. Et donc, préserver cette santé unique, c'est aussi contribuer à un développement durable des écosystèmes, de la Terre et de l'homme au sein de ces écosystèmes. Alors, quels sont les enjeux des zoonoses? Alors, donc, je l'ai dit, One Health, c'est un concept relativement ancien. Pourquoi on a conceptualisé ça? Parce que en fait, on partage avec les animaux un certain nombre de maladies infectieuses. À peu près 60% des maladies infectieuses qui nous touchent sont des maladies infectieuses qui touchent aussi les animaux et qu'on partage avec les animaux. Et souvent qu'on coévoluait en fait du fait de nos relations avec les animaux, du fait notamment de la domestication, entre l'homme et l'animal. Et actuellement, on considère que 75% des maladies émergentes sont des maladies qui ont une origine animale. Et on va y revenir, c'est le cas par exemple de la Covid-19. Hein. Alors, pourquoi on partage ces pathogènes avec les animaux, ces agents pathogènes, ces maladies infectieuses? Déjà, on a commencé à avoir des relations avec l'animal quand on a commencé à les chasser, puis encore plus quand on les a domestiqués, parce que là, on les a ramenés dans nos foyers. Et par exemple, une maladie dont je reparlerai tout à l'heure, qui est la salmonellose, qui est une maladie, il y a une bactérie qui s'appelle salmonelle, qu'on attrape en mangeant des aliments contaminés. On sait que les salmonelles qu'on retrouve chez l'animal et chez l'homme, parce qu'il y a des paléonto-microbiologistes qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont trouvé des fossiles de salmonelle, des morceaux d'ADN qu'ils ont décryptés et qu'ils ont séquencés, et ils ont montré que, en fait, depuis le néolithique, qui est la période où l'homme a domestiqué notamment les bovins, les salmonelles ont coévolué entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire qu'il y a un effet de ping-pong, hein, on se passe continuellement des bactéries de l'un à l'autre, et elles évoluent dans une espèce, puis elles repassent dans l'autre, et puis elles réévoluent, etc. Et donc c'est une évolution continue, une coévolution qui fait qu'on a, depuis ces temps relativement lointains, c'est 12 000 ans à peu près, hein, le néolithique, une coévolution entre les maladies de l'homme et l'animal pour cette maladie particulière. Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'on a des émergences? Les émergences les plus fréquentes actuellement sont liées à l'intrusion de l'homme dans un environnement préservé. Quand j'entends par environnement préservé, on pense par exemple aux forêts primaires, hein, donc les forêts autour de la zone intertropicale. Ce sont des forêts, c'est l'Amazonie, c'est les grandes forêts tropicales au Congo, etc. Ce sont des espaces dans lesquels il y a une grande biodiversité. Il y a plein d'espèces animales, dont certains qu'on ne connaît pas encore, ou pas bien. Des espèces animales qui ont en leur sein des agents infectieux qu'on ne connaît pas, et alors, notamment les chauves-souris, on y reviendra. Hein. Et chaque fois qu'on va anthropiser ces milieux, c'est-à-dire pénétrer brutalement dans ces milieux et changer complètement ces milieux en pratiquant la déforestation, par exemple. Hein. Chaque fois que vous ouvrez une mine pour aller chercher du coltan, le coltan c'est une terre rare qui sert à fabriquer nos téléphones portables, dans le centre du Congo, vous allez sur des centaines de milliers d'hectares couper des arbres, créer une ville en quelques mois. Hein, vous allez avoir parfois plusieurs centaines de milliers de mineurs qui vont arriver dans un espace où il n'y a pas de traitement des eaux, etc., qui vont implanter des bidonvilles, qui vont changer la répartition des espèces animales. D'abord, les premières choses qu'elles font, les espèces animales, quand on coupe la forêt, c'est qu'elles fuient, puis elles reviennent pour chercher de la nourriture, donc elles se rapprochent de l'homme, et on va retrouver comme ça des chauves-souris avec lesquelles on n'avait absolument pas vocation à rentrer en contact, qui vont venir chercher de la nourriture ou consommer de la nourriture à côté des habitations humaines. Et par exemple, en Malaisie, il y a un virus qui s'appelle le Nipah,
qui est apparu comme ça. On a la Malaisie, qui est plutôt un pays qui consomme pas de porc, mais qui avait décidé de développer de l'élevage industriel de porc pour l'exportation de viande, a décidé d'implanter des élevages en semi-liberté de cochons en frontière de forêt tropicale. Les cochons se sont retrouvés au contact, donc évidemment il a fallu couper de la forêt, ils se sont retrouvés au contact de chauves-souris qui mangeaient des fruits. Les fruits qui étaient grignotés par les chauves-souris, qui étaient souillés par du guano de chauve-souris, des fientes de chauve-souris, sont tombés à côté des cochons. Les cochons, ils aiment bien les fruits, ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent, les cochons. C'est des vrais omnivores, comme nous. Et donc, ils ont mangé ce guano, ces fruits, avec un virus, qui était a priori un virus de chauve-souris. Les chauves-souris ont la particularité d'avoir plein de virus qui les rendent pas malades, parce qu'elles ont un système immunitaire un peu particulier. Et par contre, les cochons, ça les a rendus malades. Et comme les cochons, il y avait des éleveurs à côté, le virus, il est passé du cochon à l'homme. Et c'est une fièvre hémorragique qui est assez grave et qui se répand régulièrement. Actuellement, l'an dernier, il y a eu une grosse épidémie à Nipah, en Indonésie, au Bangladesh, qui était liée à la consommation de jus de mangue, des mangues qui étaient souillées par des crottes de chauve-souris et des jus de mangue frais qui ont été à l'origine de plein de cas de Nipah. Donc voilà comment un peu les virus passent de l'animal à l'homme, du fait de notre intrusion dans les systèmes. Alors pourquoi ça s'est passé plus lentement ? On a l'impression que ça s'accélère. C'est pas qu'une impression. Pourquoi ça s'accélère ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la domestication. Entre le néolithique et maintenant, il y a 12 000 ans. On a laissé du temps à la nature pour s'adapter. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Quand on a une anthropisation qui est très progressive, avec une augmentation, on va dire, assez lente de la population, la croissance démographique au Moyen-Âge, elle n'était pas la même que maintenant, on laisse le temps à la nature de s'adapter. Quand vous allez changer complètement la configuration d'une forêt tropicale en moins de 6 mois, il y a aucun écosystème est capable de s'adapter à une telle brutalité. Et du coup, on a ce type d'émergence qui est en partie lié à ça. Donc ça, c'est vraiment un facteur majeur d'émergence. Alors, faut pas oublier le premier facteur d'émergence quand même, c'est la pauvreté. Ce qui fait qu'une maladie émerge et passe de l'animal à l'homme, c'est souvent des événements comme ceux dont je viens de parler. Ce qui fait qu'elle s'implante et qu'elle se développe, c'est la pauvreté. Clairement, si vous voyez des maladies comme le choléra, par exemple, qui peuvent toucher pas mal les populations humaines, c'est des maladies de la pauvreté. Et beaucoup de ces maladies, ce qu'on appelle le spillover, ce qui fait que la maladie devient une épidémie, voire une pandémie après, c'est la pauvreté qui fait qu'on a un potentiel de population humaine mal soignée, mal diagnostiquée, qui va contribuer à amplifier ces phénomènes. Le changement climatique, évidemment, a aussi son rôle à jouer, et notamment sur la répartition des vecteurs, et ça je vais y revenir à travers 2 exemples. Premier exemple, c'est l'émergence de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, comme son nom l'indique, elle a émergé au Congo d'abord, puis en Crimée, donc autour de la mer Noire. Et elle est liée, en fait, elle est transmise par une espèce de tique qui n'existait pas en France et qui existait alors soit en Turquie, dans l'extrême est plutôt en Asie, soit sur le continent africain. C'est une tique qui s'appelle Yaloma marginatum, qui est une tique un peu particulière. Elle est par rapport aux tiques classiques qu'on connaît, qu'on appelle Ixodes, qui transmettent aussi d'autres maladies, la maladie de Lyme par exemple. Cette tique, elle est capable de courir un petit peu, donc elle peut poursuivre un petit peu ses proies. Donc on va dire qu'elle est un petit peu plus active que Ixodes, qui tombe quand on se frotte à un buisson. Alors, c'est une tique qui préfère les bovins que les gens, heureusement, on va dire. Et c'est une tique, c'est la tique qui est vectrice, en tout cas c'est le genre Yaloma, est vecteur de ce virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Vous avez là, ici, la répartition de la tique en 2021. Alors, avant les années 2000, cette tique n'existait pas sur le continent européen. Et vous voyez toutes les taches rouges là, c'est sa progression sur le continent européen. Et donc on a notamment le pourtour méditerranéen qui commence à être bien colonisé. Et là, vous avez les étoiles avec les premiers cas
autochtones de fièvre de Crimée-Congo transmis par cette tique. Et vous voyez qu'on a eu des cas en Espagne à partir de 2013, en Italie, en Grèce. Alors, des cas, les étoiles, c'est les cas importés. Hein, donc, c'est des gens qui sont revenus de voyage avec la maladie. Et l'an dernier, nos collègues du CIRAD, Centre international de recherche pour l'aide au développement, qui est basé à Montpellier, ils ont fait une enquête sur des tiques qu'ils ont trouvées sur des bovins dans les Pyrénées-Orientales et en Corse. Et ils ont trouvé des tiques infectées par le virus. Ils ont trouvé 7 tiques Hyaloma marginata, on savait déjà qu'elle était là depuis quelques années, mais ils ont trouvé des tiques infectées par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des cas en France très prochainement, on va dire. Donc ça fait partie des risques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prémunir? On en reparlera peut-être tout à l'heure en conclusion, mais déjà, ne pas être piqué, c'est se protéger quand on se promène. Là, c'est pas des tiques qu'on va trouver en forêt, c'est plutôt sur des zones herbeuses un peu sèches, dans des plaines herbeuses assez sèches ou sur des plateaux, etc. Autre exemple de maladie vectorielle qui remonte avec le réchauffement climatique, le cas du moustique tigre. Vous avez ici la carte au 1er janvier de la répartition du moustique tigre en France. Alors pourquoi on parle du moustique tigre? Pas parce qu'il est plus particulièrement méchant par ses piqûres que les culex qu'on a chez nous d'habitude, mais parce qu'il transmet... Alors, il a une particularité quand même, c'est qu'il pique de jour comme de nuit, et il fait pas de bruit. Donc si vous êtes réveillé la nuit par un truc qui fait zzz, c'est un culex, c'est pas un albopictus, un Aedes albopictus. Donc ce moustique tigre, il est originaire d'Asie. Il véhicule des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Le Zika d'ailleurs, c'est une maladie qui vient de l'animal. Hein. La première fois qu'on a identifié le Zika, c'était sur un macaque rhésus. Et depuis 2004, ce moustique s'est implanté en métropole. Et il est remonté, il est arrivé par le sud, hein, et à la faveur du réchauffement climatique, en fait, il est remonté, et vous voyez que pratiquement, alors je ne me demandez pas pourquoi le département 23, qui doit être la Creuse, est négatif au milieu de tout ça, c'est juste parce qu'à mon avis, on n'en a pas suffisamment cherché pour en trouver. Après, on n'en trouve pas, enfin, moi qui habite en Côte d'Armor, effectivement, on n'en a pas trouvé pour le moment, mais bon, il vous a pas échappé qu'en Bretagne, nord, il fait quand même pas très chaud des fois. Enfin, quand c'est 20 degrés, chez nous, c'est la canicule. Hein. Donc, et c'est à peu près pareil dans le Finistère, mais je pense qu'on va en avoir assez rapidement. Mais donc, très rapidement, on va voir que, enfin, vraisemblablement, tous les départements français pourront constater la présence d'Aedes albopictus. Et pour vous dire, l'an dernier, on a eu les premiers cas de dengue autochtones en région parisienne. Donc là, il y a vraiment des choses à faire pour éviter par nos pratiques quotidiennes l'implantation des moustiques, ne pas avoir des mares où les moustiques viennent pondre ou des réserves de pneus. La grosse épidémie de chikungunya à La Réunion, c'était des bateaux de pneus qui arrivaient, qui étaient stockés un peu n'importe comment. Alors, dans un pneu, chaque fois qu'il y a de la pluie, il y a un peu d'eau qui reste au fond. Et l'eau qui reste au fond, là, toutes les eaux stagnantes en général, c'est des nids pour les pontes des moustiques. Et là, vous allez avoir une explosion du nombre de vecteurs très rapidement. Et effectivement, un risque de transmission de ces maladies. On est inquiet en France avec ce virus, en particulier cette année, parce que depuis le début de l'année, en 2023, entre le mois de janvier et le mois de juin, on avait eu 200 à 300 cas importés de dengue sur le territoire français. Importés, alors notamment des Antilles, notamment d'Afrique, hein, mais surtout des Antilles pour nous. Depuis le début de cette année, on a plus de 3000 cas de dengue importés en France. Par des gens qui voyagent, notamment en provenance des Antilles. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la probabilité qu'une de ces personnes rencontre un moustique qui le pique, infecte un moustique qui aille ensuite infecter une autre personne est beaucoup plus importante, hein, à peu près 10 fois plus importante. Pas besoin d'avoir fait des stats pour voir ça. Et donc on a un vrai risque d'implantation de la dengue chez les moustiques tigres qui vivent chez nous. Et donc ça, c'est effectivement un risque, parce que la dengue, c'est une maladie qui... c'est une bonne grosse grippe, mais qui peut avoir des conséquences un peu plus dramatiques parfois. Et puis, il faut pas croire qu'on est à l'abri avec nos moustiques locaux, hein, puisque le Culex pipiens, qui est un des moustiques classiquement présents chez nous,
Il peut transmettre le virus du Nil occidental, ce qu'on appelle le West Nile. Alors, nous, on le surveille surtout côté des chevaux. C'est un virus qui provoque des maladies chez les chevaux aussi. C'est un virus qui est transporté par les oiseaux, et qui eux aussi se font piquer par les moustiques, et qui ensuite peut être transmis à l'homme, qui provoque les encéphalites notamment. Le virus Uzutu, c'est pareil, c'est un peu moins, on va dire, moins grave, mais c'est aussi un virus qui est transmis par ce moustique. Donc on n'est pas à l'abri. Donc, lutter contre les moustiques, c'est, quand on en a partout en pleine saison, c'est déjà mettre des répulsifs, mettre des vêtements couvrants, ce qui n'est pas toujours facile quand il fait très chaud, il faut bien le dire. Mais dormir avec des moustiquaires, c'est des moyens mécaniques qui fonctionnent bien, et c'est en Afrique notamment où il y a des zones impaludées, ou en Asie, la moustiquaire reste un moyen de protection très intéressant. Alors intéressant sur le culex parce qu'il pique la nuit, et dans la journée généralement vous vous baladez pas avec une moustiquaire, donc c'est moins facile. Donc c'est plus les répulsifs qui vont nous aider. Après, on a aussi des systèmes de lutte antivectorielle. J'aurai pas le temps d'en parler ce soir, mais on travaille sur autre chose que des insecticides, parce qu'on peut tuer les moustiques en répandant des insecticides partout. On voit bien que ça a des conséquences sur d'autres insectes. Ce qui tue les moustiques, ça tue aussi les abeilles, ça tue aussi les bourdons, donc tout un tas d'insectes dont on a besoin pour un certain nombre de cycles de végétation. Par contre, on peut implanter des moustiques stériles, des mâles stériles, avec alors soit on les irradie pour les rendre stériles, soit par des moustiques OGM en quelque sorte, en manipulant leur génome, on va créer des moustiques stériles. Et en fait, ces moustiques ne vont pas féconder les femelles, et donc on va casser les cycles de reproduction. Et c'est une manière, sans insecticide, en ciblant juste l'espèce qu'on cherche à cibler, de lutter contre les moustiques. Ça coûte un petit peu d'argent, il faut le dire. Et comme c'est des OGM, c'est aussi sujet à un certain nombre de polémiques. Un petit point... J'essaie de pas être trop long, mais sur les coronavirus, pourquoi les coronavirus ? Parce qu'il y en a un qui nous a intéressés quand même. Certains vont dire c'est derrière nous. Alors ne croyez pas ça. En ce moment, on a une reprise de l'infection qui est assez importante, et on voit bien que c'est un virus dont on avait dit, nous les premiers, qu'il allait devenir saisonnier comme les autres coronavirus. On n'y est pas encore 4 ans après le démarrage de cette épidémie, de cette pandémie. Alors les coronavirus, en fait, ils sont intéressants parce que on les retrouve dans plein d'espèces animales. Alors pas tous les mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils passent facilement. Par exemple, les coronavirus des oiseaux, ils passent pas bien chez les mammifères. Par contre, les coronavirus des bovins, ils peuvent passer chez les humains et inversement. On a un des coronavirus qui est connu comme provoquant les rhumes saisonniers, qu'on appelle le HCoV OC43, c'est dans le bas là, peu importe son nom. En fait, il a un ancêtre qui est un coronavirus bovin. Et donc c'est un coronavirus qui est passé du bovin à l'homme à la fin du 19e siècle. Et il y a eu ce qu'on a appelé une grande pandémie grippale en 1889-90. On a cru longtemps que c'était de la grippe, et en fait, en récupérant des génomes de gens qui étaient malades et les bouts de génome qu'on a pu récupérer, on a réussi à démontrer que, enfin pas nous, mais des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus, ont réussi à démontrer que cette épidémie de grippe, entre guillemets, de 1899, en fait, c'était une épidémie de coronavirus, qui est devenu ensuite un coronavirus saisonnier qu'on attrape l'hiver quand on a le nez qui coule et qu'on tousse un peu. Donc qui est devenu totalement bénin, mais qui vient des bovins et qui a provoqué une pandémie pendant ces années-là. Donc ça, ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui nous est arrivé avec le SARS-CoV-2, qui est responsable de la Covid-19, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Alors plus récemment, en 2002, il y a un premier virus qui a émergé qu'on a appelé le SARS-CoV, qui a été l'objet d'une grande panique au niveau mondial, qui a fait très peu de cas, parce qu'en fait, il était très dangereux, au sens où très mortel chez les gens qui étaient touchés, mais par contre très peu contagieux. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ensuite, on a eu le MERS-CoV, le Middle East Respiratory Syndrome, qui est apparu en Arabie Saoudite, autour des oasis. Alors, ce MERS-CoV, il a une drôle d'histoire. On pense que c'est un virus de chauve-souris, au départ, et que les chauves-souris, parce qu'on avait un peu perturbé par
on va dire, une certaine industrialisation des oasis dans cette région du Moyen-Orient. On a un peu perturbé le biotope de ces chauves-souris qui se sont retrouvés en contact avec les chameaux. Et toujours pareil, des virus qui sont passés par ces chauves-souris qui mangent des fruits. Hein. Et le virus est passé de la chauve-souris au fruit, du fruit au chameau qui a consommé des morceaux de fruits qui étaient souillés. Ça s'est adapté au chameau. Et puis le chameau, c'est un animal domestique au Moyen-Orient qui est très proche de l'homme. On utilise son lait, on utilise sa viande, on l'utilise surtout comme animal de trait ou de bât. Et donc c'est passé du chameau à l'homme. Et donc là, on a réussi à bien reconstituer l'histoire. Le SARS-CoV venait de la civette, qui est un petit mammifère sauvage, qui a pas vocation à être consommé, mais qui est consommé en Chine et qu'on retrouvait sur des marchés d'animaux vivants en Chine, et qui a vraisemblablement servi d'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Pour le SARS-CoV-2, je reviendrai, on ne sait pas encore trop quel est l'autre intermédiaire, et on va dire que les autorités chinoises n'ont pas été complètement transparentes pour nous permettre et permettre aux équipes de le découvrir, mais on sait que son origine probable, c'est encore une chauve-souris, parce que c'est un grand réservoir de coronavirus, les chauves-souris. Pas seulement, les hérissons aussi sont un gros réservoir de coronavirus. Certains rats aussi peuvent être des réservoirs. Et vraisemblablement, celui qui allait devenir le SARS-CoV-2 est parti des chauves-souris, probablement qui s'est adapté à un autre intermédiaire. Alors, on a des hypothèses sur le fait que c'est peut-être un animal de la famille des mustélidés. Alors, c'est quoi les mustélidés ? C'est les blaireaux furets, qui sont une espèce chinoise, les visons, les furets, les chiens vivrins. Alors, le chien vivrin n'est pas un mustélidé, pardon, mais c'est aussi un candidat. La civette aussi est un candidat. Mais on pense aux mustélidés, pourquoi ? Parce que la région où ce virus est apparu, donc la région de Wuhan, est une des premières régions de production de visons d'élevage du monde. Et les Chinois ont recherché ce virus ou ses ancêtres dans plein d'espèces animales, paradoxalement pas trop dans les visons. Et c'est assez curieux parce qu'au cours de l'épidémie, on a très très bien montré que les élevages de visons pouvaient être touchés et que, en plus, le virus mutait assez facilement chez les visons. Alors pourquoi ce virus-là ? Pourquoi c'est celui-là qui est sorti du lot ? Alors pour plein de choses, parce qu'il y a plein de facteurs de diffusion des virus. Déjà, c'est un virus qui se transmet par voie aéroportée. Et vous pouvez éventuellement ne pas boire de l'eau souillée quand c'est un virus qui se transmet par l'eau ou une bactérie qui se transmet par l'eau. C'est difficile d'arrêter de respirer, vous en conviendrez. En tout cas, c'est dangereux. Et donc, tous les virus qui se transmettent par voie aéroportée, ils peuvent se transmettre sur de longues distances parce qu'on voyage. Simplement, alors, il y a des denrées qui voyagent, certes, mais pour les coronavirus, c'est surtout le fait que nous, on voyage, ou les animaux, si c'est les animaux qui sont à l'origine. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça diffuse très vite. Alors, à quoi tient la pathogénicité de ce virus par rapport au SARS-CoV-2 ? Je vous ai dit qu'il était très pathogène, mais très peu contagieux. Ou le MERS, qui était pathogène et pas très contagieux, mais un petit peu plus contagieux. C'est lié. Là, vous avez une représentation tridimensionnelle de la protéine spike, qui est la protéine qui sert au virus à rentrer dans la cellule, à se fixer sur la cellule. C'est ce gros machin, là, cette espèce de spaghetti. Et sur ce spaghetti, vous voyez, il y a une petite boucle que j'ai marqué S1, S2, là. Il y a une toute petite boucle. C'est quelques acides aminés. En fait, c'est une protéine qui est constituée d'acides aminés. Et cette petite boucle de quelques acides aminés, c'est de là que vient notre problème. En fait, c'est sur cette boucle-là qu'il y a quelques acides aminés qui ont changé sur une séquence d'une quinzaine d'acides aminés. Ils sont devenus ce qu'on appelle polybasiques. Donc, ils ont été... Des acides aminés plutôt acides ont été remplacés par des acides aminés basiques, qui fait que la protéine va se couper en deux à cet endroit-là. Et quand la protéine se coupe en deux, le virus, il rentre plus facilement dans la cellule. Et s'il rentre plus facilement dans la cellule, il infecte plus facilement, il est beaucoup plus contagieux. Donc on a à la fois un virus qui est assez dangereux, même si c'est pas le plus dangereux qu'on ait eu jusque-là. Par contre, il est très contagieux. Donc il va passer très vite d'un virus qui va provoquer une épidémie à un virus qui va provoquer une pandémie. Alors c'est une des raisons, c'est pas la seule, parce qu'une fois qu'il est rentré dans la cellule, il faut aussi qu'il puisse se multiplier. Donc il y a d'autres protéines du virus qui vont intervenir dans le mécanisme. Mais s'il rentre pas bien, il va être moins contagieux. Et là, on avait un virus qui rentrait bien dans les cellules et qui les infectait très bien.
Donc ça tient un peu de choses. Et après, si on regarde toutes les espèces animales qui sont ou susceptibles ou réceptives, ou sensibles ou réceptives à ce virus, en rouge, vous avez toutes les espèces sensibles. Et en orange, toutes les espèces réceptives. Donc réceptives, ça veut dire qu'ils sont pas malades, mais qui font des anticorps, donc qui sont capables de multiplier le virus. Et puis en rouge, c'est ceux qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être malades aussi. Et notamment dedans, il y a les chiens, les chats, les visons, les furets, les cerfs, les lions, les gorilles, les hippopotames. On a trouvé des hippopotames infectés par le Covid. Et puis le macaque. Alors macaque rhésus, c'est souvent sensible aux mêmes maladies que l'homme. C'est un bon modèle, malheureusement pour lui. Et le hamster, par exemple, qui nous a beaucoup aidé à comprendre comment le coronavirus nous faisait perdre l'odorat. Et ça, c'est des équipes de notre labo de Nancy qui ont travaillé là-dessus avec des équipes de l'INRA et qui ont montré comment le virus s'attaquait à des récepteurs sur les cellules de l'odorat. Voilà. Et les grippes, autre émergence. Je ne sais pas combien de temps... Je vais accélérer. Bon. Alors, les grippes, juste pour vous dire que, les grippes, on a nos propres virus grippaux. Nous, vous le savez, vous attrapez de temps en temps la grippe, surtout si vous n'êtes pas vacciné. Et puis, il y a des virus grippaux chez les animaux. En ce moment, il y a des virus grippaux qui circulent chez les oiseaux. Vous avez sûrement entendu parler de H5N1. C'est un virus qui est qu'on appelle hautement pathogène chez les oiseaux. C'est un virus qui a été responsable de la mort de 21 millions de volailles en 2022 en France. Donc ça a des conséquences sur la santé des animaux, bien entendu, et puis des conséquences économiques importantes, surtout chez les canards. Là, c'était surtout des canards à foie gras qui étaient visés. Et ce virus, normalement, c'est un virus qui est bien adapté aux oiseaux et qui n'a pas tellement de raison d'infecter l'homme, parce que les récepteurs pour les virus grippaux chez les oiseaux sont pas tout à fait les mêmes que chez l'homme. Et alors on a quelques récepteurs pour les virus des oiseaux, ils se trouvent plutôt dans les alvéoles pulmonaires. Mais la grippe, c'est d'abord une maladie qui va pénétrer dans l'organisme par la trachée et les bronches. C'est une maladie de l'arbre respiratoire supérieur. Par contre, il y a quelques virus influenza aviaires, donc des oiseaux, qui sont capables d'infecter quand on respire des toutes petites poussières et que le virus arrive jusqu'aux alvéoles pulmonaires, qui sont capables de provoquer des pneumonies. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Par contre, ces virus, ils peuvent avoir différents... Alors, ils peuvent muter, c'est comme ça qu'ils s'adaptent... qui vont... infecter les oiseaux, même des oiseaux qui ont été immunisés par le virus de l'année précédente, un peu comme nous avec les vaccins, il faut les refaire tous les ans parce que le virus y mute. Mais c'est des virus aussi qui peuvent réassortir, les virus grippaux. Alors ça, c'est très compliqué comme schéma, mais vous allez voir, c'est très simple. En fait, les virus grippaux, au lieu d'avoir un seul segment d'ARN, c'est pas de l'ADN chez ces virus-là, c'est de l'ARN, un autre acide nucléique pour coder leurs protéines, ils ont 8 segments différents. C'est un peu comme un jeu de poker où vous avez une suite du 7 à l'as. Vous avez vos 8 cartes, et pour que le virus fonctionne, il faut qu'il ait les 8 cartes du 7 à l'as. Et si vous avez une même cellule, et souvent ça se passe chez le porc, parce que le porc, lui, il a des récepteurs pour les virus des oiseaux, les virus des porcs et les virus de l'homme. Et donc c'est ce qu'on appelle un réservoir de réassortiment. Et donc si vous avez 2 virus différents qui vont infecter la même cellule, ces 8 segments, ils vont se mélanger. Donc vous avez une suite à cœur d'un côté, une suite à trèfle de l'autre, et vous allez ressortir une suite, mais avec un mélange de cœur et de trèfle. Et c'est un nouveau virus. Et c'est un virus, si c'est un virus qui est bien adapté à l'homme, heureusement ça n'arrive pas tous les jours, sinon on serait tous morts, ça fait une pandémie. Et c'est comme ça qu'on a eu, par exemple, la dernière en date, c'est celle de 2009, le H1N1 de 2009. Le H1N1 de 2009, c'est une mosaïque de gènes avec des gènes qui viennent de virus des oiseaux, des gènes qui viennent de virus du cochon. On l'a appelé grippe du cochon. C'est pas très gentil pour les cochons parce qu'ils en ont donné qu'un tout petit bout. Et des gènes qui viennent de virus humains. Et donc, c'est comme ça qu'on a des nouvelles pandémies. Et donc, c'est vraiment ça qu'on craint en ce moment. Alors, ce qu'on craint en ce moment, c'est que ce virus des oiseaux, il est passé chez les vaches. Et ça, c'est très étonnant parce que les virus influenza A, c'est une sorte de virus influenza, on n'en avait jamais vu jusque-là, ou quasiment jamais vu chez les vaches. Et là, aux États-Unis, on est en train de découvrir que, actuellement, il y a à peu près 120 ou 130 cas, là. Il y a un petit peu plus depuis la semaine dernière où j'ai fait cette slide. Mais on a un virus qui est passé chez les bovins. Alors, c'est pas très grave chez les bovins. Ils ont une baisse d'appétit. Ils ont un lait qui devient décoloré, un peu comme du colostrum, donc qui est pas consommable. Sauf que ce qui est embêtant, c'est que le virus, il est excrété par le lait.
Et ça, c'est très embêtant parce que, quand je dis excrété par le lait, ça peut être des milliards de particules virales qui sont excrétées par le lait quand les bovins sont infectés. Donc évidemment, alors c'est tué par la pasteurisation. De ce côté-là, on est à peu près tranquille. Mais c'est quand même, le lait est un vecteur. On a déjà eu des chats contaminés parce qu'ils avaient consommé du lait. Le chat, généralement, ça renifle hein, avant de manger. Donc c'est des choses qui nous inquiètent. Alors par contre, ce qui nous inquiète pas, c'est que ça risque pas d'être un réservoir de réassortiment, parce que chez les bovins, c'est la première fois qu'on a un virus comme ça. C'est le seul virus qui circule actuellement chez les bovins. Il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres et que la mamelle devienne un réservoir de réassortiment, mais on n'en est pas là. Voilà, et puis c'est un virus qui survit bien sur les surfaces, sur les machines à traire, etc. Donc qui est assez difficile il est assez difficile d'éviter la transmission d'un animal à l'autre, notamment par la machine à traire. Donc c'est un peu compliqué. Alors la souche qui a muté, enfin qui a réassorti en fait, c'est une souche c'est encore un mélange de gènes hein, en fait entre plusieurs souches d'oiseaux. Cette souche en fait, elle ne circule pas actuellement en Europe, mais on surveille de très très près tout ce qui circule dans la faune sauvage, parce que actuellement les oiseaux, enfin là ils sont presque en fin de cycle de reproduction, mais ils se reproduisent souvent au niveau du cercle arctique, hein, les canards et les oies. Et ensuite, ils redescendent. Mais les oiseaux américains et les oiseaux européens, on va les retrouver au même endroit, en gros dans les mêmes zones au niveau du cercle arctique, et donc ils se mélangent un peu les virus, quoi. Donc on va regarder à l'automne si les oiseaux qui redescendent lors de la migration ne sont pas contaminés par ce virus qu'on a appelé B313, là, qui circule aux États-Unis. Et donc nous, on surveille les animaux. Et puis Santé publique France, avec nous, surveille les éleveurs qui sont exposés à ces virus pour s'assurer qu'il n'y a pas de virus qui passe de l'animal à l'homme, d'une part. Et puis surtout, on recommande activement la vaccination des éleveurs contre la grippe. Alors pas pour les protéger contre ce virus, parce que le vaccin ne protège pas contre ce virus-là. Par contre, pour éviter qu'eux ne soient un réservoir de réassortiment. C'est-à-dire que s'ils sont touchés par ce H5N1, qu'il n'ait pas en même temps un autre virus grippal qui vienne se mélanger en quelque sorte avec celui-là. Je fais finir sur les zoonoses alimentaires, alors notamment les salmonelloses et les campylobactérioses. Je vais passer sur le fait que vous avez les fluctuations saisonnières là, sur ces graphiques de ces bactéries, c'est des toxi-infections alimentaires. En gros, c'est des bactéries qui provoquent des diarrhées et qu'on attrape en mangeant. Des bactéries qui viennent des animaux en général et qu'on va retrouver principalement dans la viande, mais on verra aussi dans certains produits végétaux. Vous voyez que les pics, c'est surtout en été. Et alors, c'est surtout en été parce qu'il y en a plus sur les animaux en été. Et puis pour les salmonelles qui se multiplient dans les aliments, c'est aussi parce que en été, on pique-nique, on fait des barbecues, on fait plus de ruptures de chaîne de froid. On est moins vigilant sur le fait de maintenir nos aliments à 4 degrés. Et donc, on entraîne une multiplication de ces bactéries et des vrais soucis. Vous voyez la ligne rouge, là, c'est l'évolution sur plusieurs années. Vous voyez, il y a un gros creux, là. C'est 2020. C'est un des bénéfices du Covid, c'est qu'on n'a plus été du tout en restauration collective pendant le confinement, donc on a eu beaucoup moins de toxi-infections alimentaires. Alors, bon, je vais laisser ça, mais juste pour vous dire quand même que c'est pas anodin. Hein. Les campylobacterioses, c'est une bactérie qu'on trouve surtout chez les oiseaux, en fait, et un petit peu chez les bovins, qui est responsable de contamination de la viande, et qui se transmettent quand la viande n'est pas assez cuite, ou parce qu'on a touché de la viande crue, et qu'ensuite on a coupé des tomates, par exemple, qu'on va pas cuire. C'est quand même 500 000 cas par an en France, c'est pas rien. Et les salmonelloses qui sont plus graves en général, qui provoquent plus de 200 000 cas par an, avec parfois, quand c'est des jeunes enfants ou des personnes âgées qui sont touchées, des cas qui peuvent conduire à des hospitalisations. Alors d'où elles viennent ces bactéries ? Eh bien, on va juste ce travail d'expertise qui a été fait, qui montre que la plupart des campylobactères viennent des volailles, parfois en France un petit peu des bovins aussi, parce qu'on consomme des steaks tartares ou des steaks hachés pas assez cuits. La deuxième cause de toxi-infection, c'est toxoplasma. Alors la toxoplasmose, ça doit vous dire quelque chose. Hein. C'est une maladie qu'on recherche notamment chez les femmes enceintes. Parce que quand elles sont séronégatives, si elles sont infectées pendant la grossesse, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour le bébé. Listeria monocytogenes, qui est une bactérie qui provoque des encéphalites et qu'on va retrouver dans la charcuterie.
Alors juste une petite anecdote par rapport à l'été là-dessus. Une des dernières grandes épidémies de listeria qu'on a eues, c'était en 1993. Et c'était des rillettes qui étaient responsables, et c'était en plein mois d'août, enfin en juillet-août. Et pourquoi on a eu cette toxi-infection qui a provoqué une quarantaine de cas, mais plusieurs cas mortels quand même, et pas mal d'avortements, hein, donc des pertes de bébés évidemment. Donc c'est dramatique. Eh bien en fait c'était pendant le Tour de France, le fabricant de rillettes avait fait une promotion 2 pots pour le prix d'un. C'était la promotion Tour de France. Typiquement les rillettes dans une famille, y a quelques personnes qui en mangent, tout le monde n'en mange pas parce que c'est trop gras, etc. Et donc le fait d'avoir 2 pots pour le prix d'un, ça change pas grand-chose sur le nombre de gens qui vont le manger, le produit. Ça veut dire que le deuxième pot, il va être consommé plus tard. Et Listeria, c'est une bactérie qui se multiplie, y compris au frigo. Alors, d'autant plus que le frigo est pas à 4 degrés, et d'autant plus quand on est en été, qu'on fait un pique-nique avec le pot de rillettes, qu'on les étale, puis qu'elles fondent bien, et puis quand on revient à la maison, on remet ça au frigo, etc. Et du coup, avec cette histoire de 2 pots pour le prix d'un, le deuxième pot, il a été consommé beaucoup plus près de la date limite de consommation. Date à partir de laquelle il y a un risque, effectivement, pour le consommateur. Et du coup, on a eu cette épidémie, vraisemblablement à cause de ça. C'est-à-dire que les gens auraient acheté qu'un seul pot au lieu de 2, ils auraient probablement pas été malades parce qu'ils l'auraient consommé beaucoup plus vite. Donc la morale de tout ça, c'est que quand vous faites un pique-nique, les restes de pique-nique quand vous rentrez, notamment tout ce qui est pâté, viande, jambon, etc., c'est poubelle. Vous les remettez pas au frigo, même si vous avez une glacière, parce que la glacière c'est jamais complètement à 4 degrés, hein, donc il y a un vrai risque de multiplication. Donc quand on fait un pique-nique, on consomme vite et c'est beaucoup mieux. Alors il n'y a pas que des bactéries qui provoquent des toxi-infections. Alors les salmonelles, beaucoup à partir de produits de volaille, hein, notamment, mais il y a aussi des virus. Hein. Et les norovirus, c'est un petit peu moins connu, mais ça peut provoquer des très très grosses épidémies. Par exemple, il y a eu une épidémie en Allemagne en 2012 où il y a 11 000 enfants qui ont été malades parce qu'ils avaient mangé des tartes aux fraises avec des fraises surgelées qui étaient contaminées par ce norovirus. Alors c'est des virus qui viennent des matières fécales humaines, hein. C'est des fraises qui avaient été contaminées au moment de la récolte, vraisemblablement. Il y a eu aussi 700 salariés d'Airbus en 2023. Ça les a fait planer au moment du repas de Noël. Et donc, pour dire que c'est des choses qui sont quand même assez fréquentes. Hein. Et alors, la plupart du temps, ces toxi-infections sont des produits d'origine animale. Mais de plus en plus, alors, et puis ça dépend aussi des populations. Vous avez sûrement entendu parler d'une épidémie, une petite épidémie avec 37 cas à Salmonella agona, qui a touché des laits en poudre, et des enfants qui avaient... La plupart des enfants touchés étaient des enfants qui ne consommaient pas de lait. Et donc la poudre qu'on leur donnait, c'était un substitut de lait, en fait, parce qu'ils étaient allergiques ou intolérants au lactose et aux protéines de lait. Donc des enfants qui étaient déjà fragiles du point de vue digestif. Et donc des toutes petites quantités de salmonelle peuvent provoquer dans ce cas-là des toxi-infections chez des jeunes enfants qui n'ont pas un système immunitaire en très bonne santé, pas encore développé, qui ont une flore digestive qui n'est pas assez développée aussi, parce que la flore digestive, elle nous protège aussi d'un certain nombre de pathogènes, et donc les enfants sont beaucoup plus sensibles. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces choses-là ? Nous, on séquence tout ce qui traîne dans les aliments. En fait, on va faire la séquence complète de toutes ces bactéries pathogènes, et ça nous permet de donner des cartes d'identité de ces bactéries qu'on va comparer à celles qui circulent chez l'homme. Ça, c'est nos collègues des centres nationaux de référence qui font ça. Et avec ça, on arrive à identifier les produits qui sont contaminés et parfois aller essayer de résoudre le problème dans les usines, ou en tout cas alerter pour qu'on arrête la production, qu'on nettoie, qu'on désinfecte les chaînes de fabrication. Et donc, tout le travail de recherche qu'on fait pour ce qu'on appelle génotyper, c'est-à-dire séquencer toutes ces souches, hein. C'est un peu comme les experts à Miami, si vous voulez. C'est du forensique. Ça sert effectivement à mieux maîtriser la qualité sanitaire. C'est aussi un travail qui est fait par les laboratoires vétérinaires départementaux, dont certains sont présents ici, et avec lesquels on travaille en étroite concertation, parce que nous, en fait, on va pas forcément chercher les souches sur le terrain, mais on a beaucoup de souches qui nous remontent par le réseau des vétérinaires inspecteurs et des labos vétérinaires départementaux. Simplement, juste un dernier mot pour vous dire qu'il n'y a pas que les produits animaux qui sont contaminés, il peut y avoir des produits végétaux. Récemment, on a eu une grosse épidémie de salmonelle
avec du tahini. Le tahini, c'est des graines de sésame broyées. Enfin, c'est une pâte de sésame qui sert de condiment dans la cuisine, beaucoup cuisine turque, libanaise, etc. Et en fait, c'est pareil, c'est probablement les graines de sésame qui étaient contaminées au moment de leur récolte par des gens qui étaient malades, qui n'ont pas été assez grillées, ces graines de sésame, et qui sont... On a eu récemment des cas avec des salades 4e gamme, vous savez, c'est ces salades en sachet, en fait, avec une salmonelle qui est typique, une salmonelle qu'on trouve chez les volailles. Et donc on pense que les salades, c'est des salades bio, hein, elles ont utilisé comme engrais probablement des fumiers de volaille qui ont contaminé les salades, en fait, qui n'ont pas été suffisamment lavées, et voilà. Vous avez sûrement entendu parler des pizzas Buitoni. Là, c'est un Escherichia coli qui est très très pathogène chez les jeunes enfants en particulier, qui s'attaque aux reins, en fait, dont les toxines s'attaquent aux reins. Et c'est probablement la farine de blé qui a servi à fabriquer ces pâtes qui étaient contaminées. On a eu des cas avec des graines germées en Allemagne et en France en 2011. Des cas avec des fraises aux USA aussi, des poireaux, des pommes de terre au Royaume-Uni. Alors, des choses précuites et mal manipulées après cuisson. Et en ce moment, on a beaucoup de cas avec des melons. Et toujours pareil, les melons, c'est pas la chair du melon qui est contaminée, hein, c'est la peau. Et c'est au moment où vous enlevez la chair que vous allez vous contaminer les mains et éventuellement contaminer la chair par l'intermédiaire de la peau qui est contaminée. Et la peau, elle est contaminée parce qu'on utilise des engrais organiques. Voilà. Pour finir, on m'avait demandé de parler du soleil et des crèmes solaires, et je le ferai bien volontiers parce qu'on a rendu un avis très récemment, ça c'est la partie expertise de l'ANSES, sur les crèmes solaires. Alors déjà, la première recommandation, c'est de se protéger des UV en plein été, et pour ça il y a plusieurs moyens, hein. Alors pourquoi se protéger des UV? Parce que ça augmente le risque de cancer cutané, vous le savez. On peut utiliser des crèmes solaires, pour ça on peut aussi se mettre à l'ombre aux périodes les plus exposantes de la journée, hein. Mais il faut utiliser, si on va au soleil par les périodes de fort ensoleillement, enfin bien vérifier les cartes météo là-dessus, et utiliser des crèmes solaires. Mais attention, il y a certaines crèmes solaires qui contiennent notamment de l'octocrylène, c'est un des filtres UV qui est utilisé dans ces crèmes solaires, qui sont pas très bonnes. Pourquoi? Parce que cet octocrylène, il se dégrade en benzophénone avec le temps, et c'est un cancérigène, perturbateur endocrinien, et en plus, l'octocrylène, mais aussi l'oxybenzone, l'octinoxate, sont des filtres UV qui vont avoir un effet sur les coraux. On sait que quand vous avez une crème solaire, vous allez vous baigner, vous allez relarguer les produits dans l'environnement marin, et on sait que ces produits sont extrêmement toxiques pour les coraux. C'est ce qui entraîne c'est une des raisons du blanchiment des coraux, avec aussi le réchauffement climatique et le réchauffement de l'eau, hein. Et donc, il faut éviter les crèmes solaires qui contiennent de l'octocrylène. Normalement, c'est marqué dans la composition. Bientôt, je pense qu'il n'y en aura plus, hein. Nous, on avait conseillé de les interdire. Et surtout, ne pas utiliser la crème solaire de l'année précédente. Celle que vous avez gardée depuis l'été dernier, elle est bonne pour la poubelle. C'est pas très bon pour le développement durable, mais celle qui a traîné dans le sac, elle est plus bonne parce que justement, l'octocrylène, s'il y en a notamment, va se dégrader en benzophénone. Alors, d'une part, vous n'aurez plus le même effet de filtration, et d'autre part, vous aurez l'effet cancérigène, perturbateur endocrinien. Donc voilà, et je vous ai mis un lien pour la chaîne YouTube où on explique tout ça. Et je vais passer très vite sur cette conclusion, mais juste pour dire que tout ça, on le sait parce qu'on a des systèmes de surveillance qui sont efficaces et qui nous permettent de plus en plus on travaille un peu comme la police scientifique, hein. On va décrypter le génome de tous ces virus, de toutes ces bactéries, de tous ces parasites, et ça nous sert à comprendre d'où ils viennent et à lutter contre aussi, à savoir comment lutter contre ces bactéries ou ces virus en fonction de leur provenance. Pour ça, on a besoin d'avoir les signaux. Parce que si vous n'avez pas le virus, parce qu'on n'a pas détecté la maladie, nous, on ne sert à rien, hein. Et donc, pour ça, on a besoin des médecins, on a besoin des vétérinaires, on a besoin des laboratoires qui font les analyses, qui nous font remonter des informations. Et c'est là que j'ai mis, sans le signal, la technologie derrière. Si nous, on n'a pas les signaux, on ne peut rien faire, en fait, hein. Donc on peut décrypter ces signaux, mais il nous faut les signaux, et pour ça, il y a tous les professionnels de santé qui vont nous aider à récolter ces données-là. Et alors,
après, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? La plupart de ces maladies sont des maladies pour lesquelles il y a des vaccins qui existent. Et les vaccins, alors certes, peuvent avoir des effets secondaires. Les vaccins ne sont pas d'une totale innocuité. Par contre, les vaccins, c'est quand même le meilleur rempart qu'on ait pour lutter contre ces maladies infectieuses. Actuellement, par exemple, on a une recrudescence de la rougeole. Et ça, c'est pas normal. Parce que la rougeole, c'est une maladie qui peut être très grave chez les jeunes enfants, qui peut provoquer des encéphalites. Et c'est pas simplement une maladie qui donne des boutons rouges. C'est aussi une maladie qui peut tuer des enfants. Et on a des vaccins efficaces. On a une grosse recrudescence de la coqueluche en ce moment. Là, maintenant, en France, on a une grosse épidémie de coqueluche en ce moment, avec des gens qui sont plus bien vaccinés ou pas vaccinés, ou alors avec des très jeunes enfants qui sont pas encore vaccinés, parce que voilà, les 3 premiers mois, ils sont pas vaccinés. Donc c'est vraiment la vaccination pour la plupart de ces maladies est un moyen de prévention qui est très efficace. Et sur les maladies vectorielles, c'est les 2 modes de prévention, c'est éviter de se faire piquer, et ça c'est vraiment à titre individuel, et éviter de générer dans son environnement des milieux qui sont favorables à la multiplication des moustiques, parce que c'est très sympa la mare au canard au fond du jardin, mais en fait, pour réguler une mare au canard au fond du jardin, il faut recréer l'écosystème complet. C'est-à-dire que si on a les moustiques, il faut mettre les grenouilles qui vont avec, les poissons qui vont avec, qui vont consommer les moustiques, tout ça. Donc, une mare artificielle, c'est pas un écosystème complet. Et dans la nature, vous avez des mares qui sont bien régulées parce qu'on n'a pas mis trop d'insecticides et on n'a pas tué les batraciens, par exemple. Donc, en fait, c'est chaque fois qu'on perturbe ces écosystèmes, on a un hôte qui va sortir plus que les autres. Et bon, dans notre cas, c'est souvent les moustiques, malheureusement. Donc, se protéger des piqûres, éviter de créer ces nids à moustiques, et puis utiliser des répulsifs aussi, ça marche, et des moustiquaires comme moyen mécanique qui sont globalement assez efficaces. Voilà, et donc tout ça pour vous dire en conclusion que une partie de ces risques-là sont liés au réchauffement de la planète, et que la première prévention primaire qu'il faut faire, mais c'est celle qui portera ses fruits probablement dans 100 ou 150 ans, on ne sera pas là pour le voir, mais c'est ce qu'on va laisser aux générations futures, c'est par nos habitudes, de contribuer à diminuer le réchauffement climatique. Et ça, c'est un travail collectif, et c'est une action aussi politique importante. Voilà. Je suis désolé, merci, bavard. Merci beaucoup, monsieur Salva. Je propose, déjà on peut l'applaudir, vu que vous aviez beaucoup de choses à dire, à moins qu'il y ait des questions urgentes, on peut peut-être garder la partie questions-réponses pour la fin de la table ronde, puisqu'il y aura peut-être des réponses à vos questions justement pendant la table ronde. Donc je propose, merci d'avoir lancé la slide suivante. Je propose à Mehdi Hakimi et Aude Leblanc de nous rejoindre, et Gilles Salva, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre également, parce que je suis sûr que vous aurez encore beaucoup de choses à dire. Venez vous installer. Alors, si vous pouvez, je vais me mettre sur le côté, parce que moi ce que je dis, ça intéresse pas grand monde. Par contre, ce que vous avez à dire, certainement. Je voulais tout d'abord, si vous voulez allumer le micro, je vous laisse allumer vos micros. Je voulais juste déjà dire que moi, pour faire un petit bilan de ce que vous avez dit, monsieur Salva, c'est que j'ai plus envie de sortir de chez moi. Et ça y est, je vais être anxieux. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît ? Est-ce que je dois être anxieux ? Il faut l'allumer aussi. Est-ce que je dois être anxieux et rester chez moi pendant tout l'été, bien qu'on va voir avec Aude que rester chez soi, c'est peut-être pas forcément une bonne idée non plus ? Alors non, surtout pas, parce que l'autre partie, l'agence est un peu mon agence est un peu schizophrène, parce que l'autre partie vous dira au contraire qu'il faut sortir et faire beaucoup d'activités physiques, parce que une des causes de maladies, et notamment de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, etc., c'est notre inactivité. Donc au contraire, il faut sortir de chez soi. Donc malgré tout ce que vous avez dit, on peut bouger. Il faut bouger. Le soleil, c'est pas bon, mais ça permet aussi de refaire son stock de vitamines D. C'est pas bon à grosse dose, quoi. Mais voilà. Et puis on en a pas eu beaucoup, donc il faut en profiter quand il est là. Nos invités: Aude Leblanc, chargée de mission santé environnement au CPIE Mayenne Bamaen, le centre permanent d'initiative pour l'environnement, et Mohamed Mehdi Hakimi, représentant du groupement technique vétérinaire de la Mayenne. Merci d'être là et de nous avoir rejoints. Est-ce que
vous aviez l'un et l'autre quelque chose à rajouter très rapidement sur ce qu'a pu dire Monsieur Salva, éventuellement, un petit complément, une petite réaction. Oui, je pense que sa présentation était bien complète. Maintenant, oui, sur la partie campylobactériose, effectivement, les barbecues, ça, il faut y penser. Souvent, campylobactériose, c'est maladie du calque, en fait. Donc, il a parlé de couper la viande avec le couteau, ensuite couper la tomate sans avoir rincé le couteau entre deux. Le pire du pire, je pense, c'est quand on a posé la viande crue sur une assiette, qu'on a mis à cuire, et qu'on remet la viande cuite sur la même assiette. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Voilà, pour choper une campylobactériose, je pense que... C'est le modèle. Donc prévoir 2 assiettes quand vous faites un barbecue. Vous lavez le plat. Voilà, ou plusieurs plats, mais en tout cas c'est bien parce que les solutions sont assez simples. Hein. Voilà, ça c'est ce qui vous a marqué. D'accord, non mais c'est bien de le dire. Aude, est-ce que vous aussi vous avez une réaction par rapport à tout ce qui a pu être dit par Gilles Salva? Non, je trouvais ça effectivement très complet et puis ça dépasse bien largement mes compétences, donc je vais répondre de matière plutôt humble. En revanche, en Mayenne, le CPIE Mayenne peut vous accompagner pour avoir une bonne haie de qualité. Une bonne haie et une bonne... je pensais surtout à une mare. Parce que je ne suis pas anti-mare et bien au contraire. En revanche, il faut effectivement qu'elle soit bien gérée, qu'il y ait toutes les petites bêtes autour qui vont manger les moustiques. Et ça peut être aidé par le CPIE, par exemple. Alors, donc, je ne suis pas anti-mare. Si jamais vos voisins ont une mare, on n'est pas contre quand même. Mais vous appelez le CPIE, et justement le CPIE, qu'est-ce que c'est? Présentation très rapide, s'il vous plaît. C'est une association environnementale, ça fait 16 ans qu'on existe. On est à Mayenne, mais on travaille sur l'ensemble du département. Et pour faire simple, si vous avez envie d'agir pour l'environnement, que ce soit en tant que citoyen, entreprise, association, peu importe, il suffit de nous contacter et on vous accompagne. D'accord, et le groupement technique vétérinaire? Donc, le groupement technique vétérinaire, c'est une association des vétérinaires de la Mayenne, donc, qui a d'abord son ADN, c'est la formation, donc formation principalement des vétérinaires, formation technique, mais aussi on organise des formations pour les éleveurs, pour les auxiliaires vétérinaires, et souvent en collaboration avec des organismes, notamment le groupement de défense sanitaire, ça peut être la chambre d'agriculture, ça peut être à la demande de certains organismes ou des services vétérinaires, par exemple. Alors, j'aimerais qu'on commence par l'un des vecteurs dont vous nous avez beaucoup parlé, Gilles Salva, ce sont les insectes, que ce soit les moustiques notamment, ou alors les tiques. Vous avez donné quelques idées de précautions à prendre, avoir des vêtements, quand on a des vêtements longs, comme vous le disiez, en été, c'est pas forcément évident, mettre des moustiquaires, utiliser des produits, ça c'est pour les moustiques. D'ailleurs, on pourrait peut-être revenir sur les produits, est-ce qu'ils sont tous bons pour la santé? Petite parenthèse, est-ce qu'il faut faire attention à quels produits on utilise en ce qui concerne les répulsifs moustiques, notamment ceux qu'on peut brancher, puisque vous, juste petite parenthèse, Aude, vous êtes spécialisé dans l'environnement, mais intérieur. Donc également ces choses qu'on branche au secteur pour dégager je ne sais quoi dans la pièce. Peut-être qu'on a là aussi, au niveau des produits qu'on utilise pour se protéger des moustiques, des choses qui ne sont pas très conseillées, ou tout va bien? Est-ce que réagit qui veut, hein. Sur les répulsifs, donc ceux qu'on se met sur le corps, maintenant on a des répulsifs qui ont des autorisations de mise sur le marché. Ce sont des biocides, donc c'est nous qui donnons les autorisations de mise sur le marché. Alors tous n'en ont pas parce qu'il y avait un certain temps dans la réglementation européenne pour se mettre à jour. Et tous les dossiers n'ont pas été déposés. Mais ceux qui ont une activité contre les tiques, par exemple, et qui présentent pas de problème pour la santé, sont référencés sur notre site. Vous allez retrouver le nom des produits qui ont une autorisation de mise sur le marché. C'est un premier... Il vaut mieux utiliser un produit qui a une autorisation. Après, sur les diffuseurs, on diffuse des insecticides ou des répulsifs contre les insectes, mais souvent des pyrétrines ou des choses comme ça. Et ce sont des molécules qui, de toute façon... une molécule qui tue les insectes, c'est une molécule qui est potentiellement un petit peu dangereuse quand on est exposé, et très honnêtement c'est pas forcément le meilleur moyen pour se prémunir des piqûres de moustiques. Surtout dans un environnement clos comme l'intérieur. Vous confirmez, ça c'est niette pour vous, Aude? Bah oui, je suis plutôt d'accord. Effectivement, on a parlé de la moustiquaire, c'est le meilleur des moyens, et c'est pas forcément la moustiquaire autour du lit qui pourrait être contraignante, c'est la moustiquaire qu'on peut mettre à la fenêtre de la chambre. Si vraiment on est sujet aux piqûres, on peut éviter comme ça.
Et puis sur les produits répulsifs, j'irais plutôt conseiller des produits qui sont faits pour les enfants. On en trouve en pharmacie et la réglementation est quand même plus stricte. Si c'est applicable sur la peau d'un enfant, alors moi je préfère m'appliquer ça par exemple. D'accord, donc ça c'est pour les moustiques. Les tiques, là aussi, on trouve une tique sur soi. Quelles sont les premières choses à faire? Alors déjà, porter des vêtements longs, où on les attrape, les tiques? Alors, les tiques, partons du début, où est-ce qu'on les attrape? Les tiques, on a longtemps pensé qu'on les attrapait dans les balades en forêt. Dans les fougères. La moitié des tiques, on les attrape dans nos jardins ou dans les jardins publics. Et ça, on le sait depuis qu'on a un système de sciences citoyennes qui s'appelle Signalement Tique. C'est une application que vous pouvez charger sur votre smartphone Android ou iOS, et dans lesquelles vous allez pouvoir dire que vous avez été piqué ou que votre animal de compagnie a été piqué, géolocaliser l'endroit où vous avez été piqué, et puis éventuellement envoyer la tique dans un papier buvard, dans une lettre à une adresse qui est sur le site, sur l'application, et qui va nous permettre, nous, d'analyser ce que contient la tique en termes d'agents pathogènes. On a développé des méthodes, on peut détecter à peu près 60 agents pathogènes différents dans une tique. Alors, ils sont rarement les 60 en même temps, heureusement. Mais donc ça nous permet d'avoir une surveillance. Et ce système de surveillance citoyenne nous a permis de constater que pratiquement 50% des piqûres de tiques, c'était pas les balades en forêt, c'était dans les jardins. Et d'ailleurs, on organise tous les ans une opération qui s'appelle Tique au jardin, où on demande aux gens d'aller récolter les tiques dans leur jardin, pour ensuite les analyser. Donc la première chose qu'il faut faire, quand vous êtes piqué par une tique, c'est quand vous revenez d'une balade en forêt où vous êtes roulé dans la pelouse derrière chez vous, c'est d'examiner si vous n'avez pas de tique. Si vous avez une tique, c'est de l'enlever avec un tire-tique. Parce que beaucoup de maladies qui sont transmises par les tiques ne sont pas transmises juste au moment de la piqûre. Par exemple, la maladie de Lyme, il faut entre 6 et 18 heures pour que l'agent de la maladie de Lyme passe de la tique à la personne qui a été piquée. Donc plus on enlève la tique après la balade où on a été piqué, plus on l'enlève vite, moins on a de chances d'être malade. Donc il faut être assez rapide. Et avoir chez soi un tire-tique, donc une rotation, voilà, et puis on l'enlève. Un tire-tique. Et un tire-tique, oui. Et comment on voit, parce que je crois qu'il y a une histoire de rougeur aussi autour de la piqûre de la tique qui peut indiquer qu'il y a un truc problème ou pas. Pour la maladie de Lyme, effectivement, un des signes, c'est qu'après la piqûre, on peut avoir dans les quelques jours qui suivent une espèce de cocarde en fait autour de la piqûre. Et là, il faut absolument consulter son médecin. Parce que c'est pareil, au stade de la cocarde, on ne va pas forcément être très malade. Il y a un traitement antibiotique qui marche bien à ces stades de la maladie. Il faut consulter très vite son médecin. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier les uns les autres quand vous rentrez. Oui, vous levez les... C'est vrai que c'est pas rassurant. Vous pourrez poser les questions tout à l'heure. J'aimerais parler d'un autre insecte dont on n'a pas parlé. On a parlé des tiques, on a parlé des moustiques. Et il y en a un autre qui peut être parfois gênant, surtout quand on a des animaux de compagnie. Et on va en parler avec vous, Mohamed Mehdi Hakimi. Ce sont les puces. Parce qu'il y a tout un cycle de puces, et notamment à l'intérieur de la maison également. Et ça peut poser de vrais problèmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cycle ? Oui, alors en fait, quand un animal, un chien, un chat, est infesté de puces, ces puces vont prendre leur repas sanguin sur l'animal, et puis ils vont se reproduire. Et en général, la puce va pondre des milliers d'œufs qui vont contaminer la maison. Et à partir de la maison, il va y avoir réinfestation de l'animal. En fait, ces œufs vont éclore. Donc, ce qu'on conseille souvent, c'est quand il y a des puces, un animal de compagnie a des puces, c'est bien de traiter l'animal, c'est bien de faire de la prévention, mais ce qui est bien surtout, c'est de casser ce cycle, justement en traitant l'environnement, c'est-à-dire en traitant la maison. Malheureusement, là, on arrive à des produits qui sont des périthrinoïdes, effectivement, des molécules insecticides. Il y a certains colliers anti-puces, par exemple, qui peuvent durer des mois, qui ont une efficacité de plusieurs mois, qui sont très efficaces. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais je me souviens, quand j'étais à l'école, on avait un professeur de parasito qui nous disait toujours, ou de pharmacologie plutôt, qui nous disait toujours le meilleur endroit, parce qu'anciennement, les colliers ne diffusaient pas sur une grande surface sur l'animal. Il nous disait toujours le meilleur endroit pour le collier puce, c'est dans le sac d'aspirateur. Parce que quand vous allez passer l'aspirateur, en fait, vous allez aspirer les œufs de puce. Et ben, quand ils vont éclore, ils vont être tués par l'insecticide qui est sur le collier anti-puce. Mais voilà, c'est de faire la prévention. Et puis quand on a vraiment des infestations récurrentes, traiter tous les mois, c'est peut-être une solution, mais à long terme,
ça reste très moyen. Le mieux, c'est encore de traiter l'environnement du chien ou du chat. Parce que c'est porteur de maladies également, les chiens, s'ils mangent les puces. Oui, des vers, en fait, notamment, des vers. Dipylidium, par exemple. Voilà, donc après qu'on touche l'animal, on peut, on peut être nous-mêmes. Et les gens qui ont des enfants, évidemment, il faut faire quand même très attention. Il faut être assez vigilant là-dessus. Mais ces colliers anti-puces, j'imagine que pour l'animal, ils ne sont pas forcément non plus très, très bons à long terme, si on les met longtemps. Alors, mon confrère Gilles Salva va peut-être pouvoir répondre à cette question, mais il y a certains... Ça dépend un peu des substances qu'il y a dedans. Il y a des substances comme... alors vous avez sûrement entendu parler du fipronil, parce que c'est un produit qui est interdit chez les poules pondeuses, et puis il y avait des gens qui avaient eu la bonne idée d'en mettre dans un produit de traitement des... Les poules sont contaminées par des poux rouges, en fait, qui les embêtent beaucoup, qui les font se gratter, et donc elles arrêtent de pondre. Et donc on les traite contre ça, et puis il y avait... les fabricants belges qui avaient mis du fipronil dans un produit bio, parce que comme le truc bio marchait pas, ça marchait mieux avec du fipronil. Et le problème, c'est que ça passe dans les œufs, donc on a mangé du fipronil. Alors, le fipronil, c'est quand même assez toxique, hein, c'est un néonique, c'est ce qu'on a interdit sur le traitement des betteraves, par exemple, c'est interdit maintenant pour les traitements des cultures parce que ça tue les abeilles. Et c'est aussi toxique pour l'homme. Donc, il y a un certain nombre de produits qui marchent très très bien contre les puces qui sont à base de fipronil. Simplement, quand on les administre, évitez que les enfants caressent le chien ou le chat tout de suite après. Et pendant quelques jours qui suivent le traitement. Après, il y a des traitements, les vétérinaires ont inventé des traitements un peu plus systémiques par voie orale ou par injection, qui fonctionnent beaucoup mieux et qui évitent d'avoir ces résidus au niveau des poils, en fait. Ça diffuse dans le sang et donc les puces meurent en piquant l'animal. Mais c'est beaucoup mieux en termes d'exposition de l'homme que les produits externes qu'on peut mettre. Les colliers antipuces étant pas les pires en termes de concentration. Et puis dans les colliers antipuces, maintenant, on n'a pas de fipronil dans les... Il n'y a plus de fipronil dans les colliers antipuces. D'accord. Souvent, c'est des sprays ou des pipettes. On a fait un petit peu le tour des insectes de l'été qui peuvent nous importuner et éventuellement requérir une prévention. Ou alors est-ce qu'il y en a cachés qui peuvent nous faire un peu peur également, ou en tout cas dont il faut se méfier, dont on n'a pas parlé? Je pense notamment, mon confrère en a parlé, des abeilles. Donc plutôt dans la défense des abeilles. Alors il faut savoir par exemple que quand vous êtes piqué par une abeille, par un frelon, on a tendance souvent puis ça arrive beaucoup l'été, hein, on a tendance souvent à appliquer du froid dessus. Faut savoir que le venin d'abeille ou de frelon... C'est valable pour les méduses, les vives... C'est tout à fait valable. Ouais. Tout à fait valable aussi pour les méduses. Donc quand vous irez, il n'y a pas beaucoup de méduses en Mayenne, mais si vous allez en bord de mer... Pardon, ou en Méditerranée, vous n'êtes pas sans être parfois importuné par les méduses ou par une piqûre de vue. Vous pouvez marcher sur une vive qui injecte un venin. La première réaction à avoir, alors pour les méduses, on va parler juste après, mais pour les piqûres d'insectes ou les vives sur lesquelles on marche et qui injectent leur venin dans le pied, c'est d'appliquer de la chaleur. La chaleur va inactiver le venin. C'est un venin qui est thermolabile, donc qui est sensible à la chaleur et qui va être inactivé aussitôt. Alors c'est sûr que dans la douleur, rajouter du chaud, on va augmenter la douleur, mais c'est très temporaire en fait. Vous mettez la jambe ou la main ou l'endroit qui a été piqué devant une source de chaleur importante, pas se brûler évidemment, mais vous allez inactiver le venin et ensuite vous appliquez du froid. Le seul moment où c'est bon de fumer, quoi, en fait. Hein. Voilà, j'osais pas le dire. C'est le seul moment. Donc appliquer du chaud et ensuite du froid. Du froid pour calmer l'inflammation. Et ça marche quel que soit le type de piqûre, hein, de manière générale. De manière générale, ça ne marche pas sur tous les venins, mais les plus courants, on va dire, oui, effectivement, c'est ce qui fonctionne. Bon. Alors pour la méduse, c'est encore différent, parce que c'est un petit peu le même principe. La chaleur va inactiver le venin, mais avant d'appliquer de la chaleur, en fait, vous avez des petites cellules en fait, des tentacules de méduse qui restent accrochées à la jambe. Donc on dit souvent uriner dessus. Alors c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Absolument pas. Donc là, si quelqu'un était tenté. Oui, mais certaines idées ont la vie dure. Ont la peau dure. Donc en fait, non, là, ce qu'il faut, c'est... Alors si vous en avez, et vous en trouvez souvent dans les postes de secours à côté, sur les plages, c'est du vinaigre. Appliquer du vinaigre dessus, en fait, pour pouvoir ensuite retirer les filaments plus facilement.
une carte de crédit, une carte d'identité. Oui, pas à la main. Non, pas à la main. Pas à la main, ne pas frotter. Alors si vraiment vous n'avez rien pour racler, éventuellement appliquer du sable. Voilà. Mais le mieux, c'est toujours de trouver quelque chose, ou une lame de couteau à l'envers pour racler, enlever tout ça. Ensuite, vous appliquez de l'eau chaude. Jamais d'eau douce, parce que là, vous allez favoriser la diffusion du venin. Donc, appliquez d'abord de l'eau chaude, et ensuite lavez abondamment avec de l'eau de mer, de l'eau salée. Bon, je crois qu'on est paré déjà pour aller à la mer. On va revenir à l'extérieur tout à l'heure. J'aimerais maintenant qu'on aille à l'intérieur, puisqu'on a parlé notamment de ces insecticides qu'on met à l'intérieur, et puis par exemple du traitement quand on a des puces. Juste pour préciser, mais je pense qu'on le sait, Aude Leblanc, l'intérieur est extrêmement pollué, l'intérieur de nos maisons. C'est pour ça que je disais qu'il fallait pas rester à l'intérieur. En fait, tout à l'heure, finalement, c'est beau être l'extérieur a beau être anxiogène, l'intérieur n'est pas tellement mieux. Moi, j'ai pas envie d'être anxiogène non plus, mais le fait est qu'on passe beaucoup de temps en intérieur. En moyenne, c'est 80% du temps qu'on passe en intérieur. Quand on réfléchit juste déjà le temps qu'on passe à dormir, plus manger, etc., c'est déjà conséquent. Et effectivement, dans les chiffres, on nous dit que l'air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que dehors. Et pourtant, quand on pense pollution, on a plutôt tendance à penser dehors, les usines, le trafic routier, etc. Notre petit cocon à la maison est pollué, mais par nos propres choix et par nos propres objets. Donc ce qui est rassurant et pas anxiogène, c'est qu'on a la main dessus et qu'on peut changer nos habitudes. Donc à la limite, en été, le problème se pose presque moins, puisqu'on a plus tendance quand même à ouvrir. Et donc il faut aérer, hein, bien évidemment. Quels sont les objets qui dégradent l'environnement? Quelles sont les substances qui peuvent dégrader notre environnement, à part les insecticides, par exemple, dont on parlait tout à l'heure? Ils sont nombreux, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas faire une liste exhaustive. C'est assez nombreux et on aura l'occasion d'en discuter sur la petite table avec des objets que j'ai amenés du quotidien juste dans le hall d'entrée. Mais finalement, ça va être beaucoup le mobilier qui dégage pas mal de polluants puisqu'on n'est plus du tout sur du bois massif comme on l'était à l'ancienne. Et donc... beaucoup de colle, beaucoup de vernis, mais c'est aussi nos choix textiles qu'on va faire, nos produits cosmétiques, nos produits d'entretien. C'est vraiment très varié, c'est dans toutes les pièces et ça dépend des habitudes de chacun. Est-ce que justement le fait qu'on soit en été, il y a des fortes chaleurs, des chaleurs de plus en plus fortes d'ailleurs, hein, avec des 40 degrés maintenant qui ont été atteints il y a 2-3 ans. Est-ce que ces produits sont plus dangereux, en tout cas ont plus d'influence avec la chaleur qui peut se dégager pendant l'été, ou est-ce que là on n'a pas de vision là-dessus? Ah, alors là je pose une colle. Après, il y a beaucoup de ces produits qui sont des solvants, ouais, et qui vont se volatiliser d'autant plus qu'il fait chaud. Alors après, on chauffe aussi l'hiver, hein, donc quand moins vous chauffez, moins vous avez ce type de problème. L'été, effectivement, la température intérieure peut monter considérablement, et donc on va avoir un petit peu plus de dégagement de solvants, mais je retiens de ce que vous avez dit, effectivement, les produits d'entretien, tous les solvants, des colles, des meubles, etc. Mais là où on peut jouer, alors on peut jouer en achetant des produits qui sont... des meubles qui sont uniquement, qui sont pas du tout collés, hein, qui sont faits à l'ancienne. C'est pas fréquent et c'est pas facile à trouver. Par contre, on peut réduire l'utilisation de certains produits d'entretien. On peut aussi utiliser des produits d'entretien moins polluants pour l'air intérieur. Et je voulais signaler, sur la qualité de l'air intérieur, on a fait pas mal d'enquêtes, nous, dont une qui est sortie assez récemment, et on vient de monter un observatoire de la qualité de l'environnement intérieur, pas seulement de l'air, mais de l'ensemble de l'environnement intérieur, avec le centre technique du bâtiment. Et donc on va animer cet observatoire. Ça fait partie des veilles qu'on va mettre en place pour alerter les citoyens sur ces risques liés à l'environnement intérieur, qui effectivement est beaucoup plus pollué que vous allez mettre en place, c'est-à-dire ça commence, ça doit commencer d'ici la fin de l'année. En fait, c'est dans nos objectifs pour cette année. D'accord. Mais par contre, les enquêtes sur la qualité de l'air intérieur, elles sont déjà publiées, elles sont sur notre site internet. Hein. Si vous tapez Observatoire de la qualité de l'air intérieur, vous allez tomber sur les résultats de ces enquêtes. Donc quelques conseils, Aude, pour justement, à part ouvrir les fenêtres. On a beau le dire, on ne le fait pas. Juste ouvrir les fenêtres, c'est quand même la première des préventions contre la transmission des maladies respiratoires, notamment le Covid. On a réappris avec le Covid à
aérer les pièces, parce que pour être malade, il faut être en contact avec une certaine concentration de virus. Et les détecteurs de CO2 sont intéressants pour ça, hein, parce que quand il y a trop de CO2, c'est qu'on est trop à respirer dans la même pièce et qu'il est temps d'aérer, et même en hiver. Et je rappelle aussi qu'aérer, ça évite dans les maisons, alors plus peut-être en Bretagne qu'ici, mais les maisons en granit, ça évite aussi d'être trop exposé au radon, qui est un gaz radioactif. Ok. Bon. C'est juste ouvrir les fenêtres une fois par jour, ça marche. Voilà, c'est suffisant. Non, mais c'est très inquiétant tout ça. On verra à la fin de la table ronde. Vous nous direz si vous êtes inquiet et inquiète maintenant ou si tout va bien pour vous cet été. Aude, est-ce que vous avez d'autres conseils, donc à part ouvrir les fenêtres? Le premier conseil, une fois par jour pendant une dizaine, un quart d'heure, une minute, un quart d'heure. Est-ce qu'il y a d'autres conseils parmi tous ces produits dont on a parlé qui peuvent polluer l'environnement, dégrader l'environnement? Est-ce qu'il y en a particulièrement à éviter dont vous pouvez nous parler? En fait, j'ai envie de donner un conseil très simple, c'est le moins de produits sera le mieux, ça a été évoqué, mais c'est vraiment d'aller sur des produits les plus simples possibles. Vinaigre blanc pour nettoyer, par exemple, des choses comme pas ça. pour nettoyer, parce qu'il n'y a pas de propriété nettoyante dans D'accord, le vinaigre. bon voilà, hop, un mythe qui... On en parlait rapidement tout à l'heure avec une personne qui est passée, mais en fait le vinaigre ne mousse pas et il faut quelque chose qui mousse pour que ça puisse nettoyer. Et donc quand on nettoie au vinaigre, on ne nettoie pas et on ne désinfecte pas, puisque c'est pas non plus prouvé que ça désinfecte, même s'il y a un côté un peu acide. Et donc le plus simple, c'est de nettoyer avec du savon. Et ça peut être votre produit vaisselle ou pourquoi pas du savon de Marseille. En tout cas, partir sur quelque chose de simple. Et on l'a même évoqué tout à l'heure avec quelqu'un, ne serait-ce que désinfecter avec une microfibre, avec de l'eau du coup, sans produit. Ça marche aussi si la microfibre est de qualité. Donc c'est finalement d'aller sur des choses les plus simples possibles, mais de trouver les renseignements les plus fiables. Et ça, c'est pas facile, parce que si on va sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Et voilà un mythe qui s'écroule. Quand on parle de désinfection des surfaces, hein, le lavage élimine 99,9% des bactéries. La désinfection, c'est pour les 0,1% restants. Donc, déjà en lavant, on fait l'essentiel du travail. Et on n'a pas forcément besoin du désinfectant, qui est souvent un peu plus toxique que le savon qu'on va utiliser pour laver. Bon, c'est un autre mythe qui s'écroule. Il y en avait parmi vous qui faisaient le ménage au vinaigre blanc? Vous pouvez lever la main, non? Non? Comment? Ça détartre. Ça détartre. Voilà. Au moins, ça a une qualité. Surtout que pendant l'été, on a envie de redécorer aussi peut-être son intérieur, faire un petit peu de jardinage. Là aussi, il faut faire attention à ce qu'on utilise à l'intérieur. On parlait des meubles, on parle des peintures éventuellement, j'imagine. Là aussi, on ouvre. Voilà pour les conseils. Juste, vous parliez du pique-nique qu'on emmène et du tupperware dans lequel on met le pique-nique. Est-ce que là aussi il y a des choses à savoir, le conteneur, le contenant du pique-nique? C'est très moche de cibler une marque en particulier. On peut élargir en disant le plastique. Oui. Le plastique, je suis pas contre. Je pense que vous serez avec moi, mais c'est plutôt qu'il y a certains usages à éviter avec du plastique. On ne chauffe pas du plastique parce qu'on va dégrader le plastique et on ira chercher tout ce qui est mauvais dedans pour l'amener dans ce qu'on va manger ensuite. Et on ne met pas de gras dans du plastique. Et alors là, vous verrez chez vous si vous vous posez la question, mais du coup, ça élimine pas mal de plastique. Donc je ne suis pas contre, mais on doit faire attention à son usage du plastique et essayer d'en utiliser moins, finalement. Quand on part en pique-nique, des rillettes très vite mangées et du plastique très vite oublié. On ressort dehors. On a parlé des animaux. Vous avez parlé, Gilles Salva, des animaux qui étaient vecteurs de maladies, les chauves-souris. Nous, on a des animaux en Mayenne également. On a aussi de petites chauves-souris grises. Est-ce qu'on a des animaux porteurs de maladies ici, dans notre département, que l'on peut croiser l'été? Vous avez parlé des hérissons, par exemple, qu'il faut éviter, ou en tout cas qu'il faut approcher avec précaution, qui seront éventuellement porteurs de maladies pour nous, humains, ici dans le département. Mohamed et Mehdi Hakimi. Alors, faut savoir déjà que les hérissons, comme les chauves-souris, sont des animaux sauvages. Ça fait partie de la faune sauvage, donc il faut éviter de les manipuler. Évidemment, je vois peu de gens manipuler, par exemple, un hérisson à main nue. Oui.
Donc si vous trouvez un hérisson blessé, vous le ramassez avec des gants, avec une serviette, vous le mettez dans un carton, vous l'amenez au vétérinaire le plus proche qui pourra éventuellement le transférer vers un centre de soins, un centre de faune sauvage. Mais de manière générale, quand vous trouvez des animaux sauvages, ne les touchez pas, laissez-les vivre leur vie. Ils sont peut-être naturellement là. Enfin voilà, s'ils sont là, c'est qu'ils ont aussi leur place, comme nos animaux de compagnie. Il y a effectivement des maladies qui peuvent être véhiculées. Gisava a parlé des coronavirus. Effectivement, un coronavirus, il y en a toute une ribambelle. Nous, sur les bovins, on en connaît depuis pas mal de temps. On a des vaccins pour ça. Enfin, ça voilà. Mais effectivement, ils peuvent être véhicules de salmonelle, ils peuvent être véhicules de tout un tas de maladies, sans parler des parasites, les tiques, les puces, etc. Enfin, donc, c'est vraiment les animaux sauvages à manipuler avec précaution. Alors, on parle souvent de la rage avec les chauves-souris. Il reste encore un petit peu de rage sur certaines chauves-souris. En Mayenne, honnêtement, je ne pense pas que... non, il n'y a pas dans le coin, en tout cas pas dans le Grand Ouest. Donc pour l'instant, il n'y a rien à craindre des chauves-souris. Au contraire, ça... Il faut les préserver, il faut les protéger. Je confirme, mais ouais, voilà, les chauves-souris, les chauves-souris chez nous sont pas des frugivores comme celles dont j'ai parlé, là, qui transmettent quelques maladies. C'est des insectivores et c'est extrêmement important dans l'équilibre des biotopes. Enfin, pour manger les moustiques. Pour manger les moustiques en particulier. Les fameux moustiques et ces fameux moustiques tigres qui arrivent et qui sont présents dans le département. Juste rajouterais par rapport à la faune sauvage, j'adhère totalement évidemment à ce que Mehdi a dit. Il y a aussi, enfin nous les choses sur lesquelles on est vigilante sont aussi les espèces invasives. Il y a des animaux qui sont tout mignons. Alors par exemple les visons. Il y a un vison qui s'appelle le vison d'Europe et qui était le vison qu'on avait chez nous, qui n'était pas très très fréquent. Depuis 1987, notamment cette partie ouest de la France, elle est colonisée par les visons d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'en 87, il y a eu une grosse tempête, pour ceux qui s'en souviennent, qui a détruit certains élevages de visons. Et les visons d'Amérique se sont échappés de ces élevages, qui ont été détruits, qui ne sont pas reconstruits, et ont colonisé, en fait, ont pris la place des visons d'Europe. Alors, en soi, c'est une espèce qui a remplacé une autre. Donc ça pose un problème. Alors, ces espèces, elles peuvent venir avec des parasitismes différents. En ce moment, là, ce qui nous préoccupe, c'est les ratons laveurs. On commence à avoir des colonies de ratons laveurs en France. Probablement des ratons laveurs. Alors, peut-être qu'ils étaient des nouveaux animaux de compagnie ou peut-être qu'ils se sont échappés de parcs zoologiques, on ne sait pas trop. En tout cas, en même temps que les ratons laveurs, on a importé un parasite qui s'appelle Bail ascaris. Peu importe, mais qui est un parasite qui peut parasiter l'homme et qui peut avoir des conséquences assez graves chez l'homme. Donc c'est vraiment ces espèces. Les ratons laveurs, c'est bien sur le continent américain, là d'où ils viennent. C'est pas forcément très bien d'en importer parce que d'une part ils vont coloniser des biotopes au détriment d'autres espèces locales, et puis d'autre part ils vont nous amener d'autres maladies généralement. Même s'ils sont très mignons, les ratons laveurs. Oh, oui, mais... Vous en parlerez au Canada, le fait d'avoir des ratons laveurs dans sa maison est un vice rédhibitoire, c'est-à-dire que ça peut annuler la vente d'une maison. Parce que les ratons laveurs mangent complètement les isolants. D'accord, c'est soudainement devenu bien moins mignon, les ratons laveurs. Oui, on va passer bientôt aux questions-réponses avec le public. J'ai juste une petite question, je vais me faire l'avocat du diable, je vais essayer de vous titiller un petit peu tous les trois. Toutes ces questions, on en parle en fait depuis assez longtemps, surtout certaines d'entre elles, le danger. Tiens, on n'a pas parlé de la chaleur aussi, des risques pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles, et ainsi de suite. Donc là, là aussi, maintenant c'est connu, on connaît les précautions à prendre, se mettre à l'ombre, boire, et ainsi de suite. Donc ouvrir les fenêtres, se mettre de la crème solaire, se protéger du soleil. Se protéger des tiques, des moustiques, tout ça on en parle depuis des années. On peut pas dire que ça soit nouveau et pourtant nous sommes ici ce soir là pour en parler. Est-ce que ça évolue ? Est-ce que les gens en prennent conscience ? Puisque si nous sommes là, c'est qu'il doit y avoir un besoin. Est-ce que les gens en prennent conscience ou est-ce que l'été, puisqu'on parle notamment des risques l'été, finalement
On se dit bon bah voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut et puis tant pis, advienne que pourra, même si le soleil est dangereux pour la peau, si les insectes transmettent des maladies. Est-ce qu'on évolue en gros dans cette image ou est-ce que les habitudes ne changent pas puisqu'on est là ce soir? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est comme la protection de l'environnement, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, on est conscient qu'il faut agir, mais on ne sait pas comment. Et on a besoin de quelqu'un qui va venir nous dire petite piqûre de rappel, tu sais pourquoi ça, c'est pas bien pour ta santé. En fait, que ça se rapproche de nous et que ça devienne vraiment concret. Et j'ai la sensation, en tout cas, auprès des personnes que je rencontre, que c'est ce qui manque. C'est vraiment le conseil pratico-pratique qui rentre dans mon quotidien et qui va me toucher. Mais tout le monde sait qu'il faut agir, on ne sait juste pas comment. On ne sait pas comment. Est-ce que vous voulez... Oui, sur les histoires dramatiques qui défraient souvent la chronique d'enfants oubliés dans les voitures, etc. On a la même chose, nous on voit ça assez régulièrement avec des chiens notamment. Bien sûr. Voilà. Alors c'est mon objectif, mon but, c'est pas d'encourager tout le monde à utiliser la climatisation dans les voitures pendant les trajets, forcément, mais des fois d'ouvrir la fenêtre, avoir de l'aération, ça peut être suffisant, pas toujours malheureusement. Mais voilà, c'est toujours faire attention, comme on fait avec les enfants, aussi avec les animaux de compagnie. On ne s'arrête pas sur une aire d'autoroute et on ne laisse pas le chien dans la voiture, les fenêtres fermées, ou même à moitié ouvertes, en plein soleil, plein mois d'août, en espérant qu'on ait de bonnes températures quand même aussi. Il faut en profiter. Et voilà, donc c'est un minimum de précaution. On s'arrête toutes les 2 heures. Nous, on boit, on prend un café, on se dégourdit les jambes. Le chien aussi en a besoin de boire, de faire ses besoins, etc. Voilà, c'est pour les animaux de compagnie, je pense que c'est de la logique, c'est du bon sens. Oui, mais de temps en temps, le bon sens, justement, parfois, on a l'impression. Oui, Gilles Salva. Et puis, regardez d'où vient l'information que vous recevez. Hein. C'est un peu le problème avec certains intervenants sur les réseaux sociaux. Je ne mélange pas tout le monde, mais il y a un certain nombre d'influenceurs, notamment, qui ont défrayé la chronique parce qu'ils disaient que de la crème Nivea comme crème solaire, c'était quand même super génial parce que ça permettait de bronzer et que c'était sans risque. Bon, en fait, ça permet complètement de bronzer, ça permet surtout de brûler, hein, et ça n'a aucun effet de filtre UV. Donc par ailleurs, Nivea fait aussi des crèmes solaires. Hein. Je ne veux pas me mettre mal avec la marque, mais simplement regarder d'où vient l'information quand on prend une information. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a le CPIE par exemple ici. C'est pour, il y a des gens dont c'est le métier de donner cette information, qui sont des professionnels. Il y en a d'autres dont c'est pas le métier. Quand l'information n'est pas donnée par un professionnel, recoupez les informations. Voilà. N'allez pas les chercher partout, à droite, à gauche, mais essayez d'avoir des professionnels qui peuvent vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions, parce qu'il est 9h moins le quart, est-ce qu'il y a des questions dans le public que vous voudriez poser sur ce qui a été dit par nos intervenants, sur les risques de l'été ou plus majoritairement sur ce qu'a pu dire pendant la conférence Gilles Salva que, comme je disais, moi, il m'a rendu anxieux. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes anxieux maintenant Non, ah bah non, ça va. Non, il n'y a pas de souci. Bon bah tant mieux. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? Oui. Bonjour. Donc, j'ai une petite question sur ce qui est nettoyage, notamment. Vous avez parlé de nettoyage des infections. Je suis sapeur-pompier volontaire. Ça fait 15 ans que sur une plaie d'un patient, on nettoie avec de l'eau, on enlève les souillures et on désinfecte avec de la chlorhexidine. Et là, depuis 6 mois, on nous a dit vous arrêtez tout. C'est nettoyage à l'eau et l'eau savon et la chlorhexidine, vous oubliez, on l'enlève des véhicules. Et on ne nous a jamais dit pourquoi. Il y a eu un avis de rendu sur ce produit, sur cette pratique. Peut-être comme ça sur la chlorhexidine, parce que alors après, de toute façon, s'il y avait un avis comme c'est un médicament, les désinfectants, c'est des fois des biocides, des fois des médicaments. Hein, donc ça a plusieurs réglementations. C'est aussi un des problèmes d'ailleurs. Alors ça peut-être, je sais qu'il y a eu il y a quelques désinfectants qui ont été retirés parce qu'il y a un peu de passage dans le sang, que ça peut poser des problèmes, notamment. Alors c'est pas tellement pour ça, c'est plus les carbamates, des choses comme ça, notamment sur les femmes enceintes. Chlorhexidine, comme ça me dit rien, parce que les produits à base de chlorhexidine sont, à ma connaissance, toujours commercialisés. Après, il peut y avoir, avec certains désinfectants sur les plaies, des problèmes de coagulation des protéines de la plaie.
C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas désinfecter les plaies à l'alcool. Hein. Enfin, l'alcool, c'est fait pour désinfecter la peau saine. C'est ça mieux que personne. Mais il peut y avoir des réactions avec les protéines de la plaie qui font que finalement, c'est pire de mettre un désinfectant que de laver. Après, c'est vrai qu'avec la plupart des plaies, avec de l'eau savonneuse, on a fait l'essentiel quand on a nettoyé une plaie à l'eau savonneuse. Hein. Voilà, si pendant une balade vous tombez, juste un peu d'eau savonneuse, ça suffira. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les risques que vous pouvez encourir cet été? Et surtout la prévention. Hein. L'idée, bien sûr, c'est aussi de faire de la prévention pour pas devoir aller ensuite consulter le médecin. Oui, vous voulez réagir? Oui, tant qu'on parle des plaies, justement. Oui, les protéger après, oui, effectivement. Et c'était surtout pour parler de certains types de plaies, comme par exemple, en ce moment, c'est le jardinage, c'est les rosiers, etc. Les épines, voilà, c'est ça. Donc je voulais parler des plaies punctiformes, en fait, des piqûres. Des piqûres de rosier, piqûres de ronces. Ne jamais, justement, tu l'as dit, ne pas désinfecter à l'alcool. Vous faites coaguler les protéines, enfin le sang en surface, et il reste en dessous des germes qui vont donner ensuite des abcès. Et ce qu'on appelle des germes anaérobiques, qui ont besoin d'une ambiance pauvre en oxygène pour pouvoir se développer. La meilleure chose à mettre là-dessus, c'est de l'eau oxygénée. Et vous remarquerez que si vous mettez de l'eau oxygénée sur une plaie, ça mousse. Alors ça pique, mais ça mousse. Et ça fait ressortir toutes les saloperies. Et surtout, ça va tuer les bactéries qui sont justement anaérobies. Donc l'eau oxygénée, si vous n'en avez pas, de la bétadine, ça marche très bien. Mais jamais d'alcool sur une piqûre. Voilà. C'est quelque chose d'assez important. On voit trop souvent l'erreur. Il y a des solutions antiseptiques qui ne piquent pas. Justement, c'est de la chlorhexidine, la fameuse biceptine, ou voilà, les sprays qui ne piquent pas. Et je pense que la chlorhexidine, il y a une histoire de pollution de l'environnement. Je pense le chlore. Oui. Il y a aussi un certain nombre de molécules qui sont interdites à cause de ce qu'on ne mesurait pas du tout avant, à cause de l'impact sur l'environnement. Et y compris, c'est des choses qu'on commence à prendre en compte dans les autorisations de mise sur le marché. Alors évidemment, des produits des produits phytopharmaceutiques, mais aussi des médicaments vétérinaires. Et de plus en plus, ce qui arrange pas les vétérinaires, parce qu'il y a certaines maladies qu'on va avoir du mal à traiter, mais on regarde notamment sur les antiparasitaires. Quand on donne un antiparasitaire à un bovin, il y a une partie qui est rejetée dans les bouses, hein. Et les abeilles, quand il n'y a pas de fleurs, elles vont butiner les bouses, ouais. Mais ouais. Parce que c'est une source de protéines, et elles peuvent être aussi exposées à des antiparasitaires qui ont aussi un effet insecticide. Donc on regarde ça dans les autorisations de mise sur le marché. Très ça bien. Vous a enlevé l'envie de manger du miel, non? On va plus rien manger au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions par rapport à tout ce qui a été dit? Pas d'appellation miel de bouse. Hein. Non. Je sais pas si ce serait très vendeur. Hein. Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors j'aimerais juste pour terminer, même si vous l'avez déjà un petit peu fait, que vous donniez chacun, si vous arrivez à en trouver, un dernier conseil pour qu'on passe un été serein, un été en bonne santé. Vous cherchez dans votre mémoire, si vous ne l'avez pas encore dit, un dernier conseil. Par exemple, celui des piqûres de ronces était très bon, mais est-ce qu'il y en a d'autres pour qu'on passe l'été tranquillement et en bonne santé? La première chose, c'est bouger, profiter, sortez. C'est une première chose. Et puis protégez-vous des quelques risques qu'on a évoqués ce soir, avec souvent des méthodes simples, souvent plus mécaniques que chimiques, hein, d'ailleurs. Et puis sur les agents infectieux, j'allais dire, il y a quelque chose de très simple. Quand il y a un vaccin, il faut l'utiliser. Très bien. Mohamed Mehdi Hakimi. Moi, j'en ai deux principalement. Donc, sortez, bougez, voyagez. Mais quand vous voyagez, attention, ne ramenez pas avec vous certains animaux qui sont interdits ou l'importation est réglementée. Je pense tout simplement à quelques cas de rage qu'on a eu en France liés à des chiots importés illégalement. Oui, donc quand on dit d'importer les animaux, c'est même pas forcément des animaux sauvages, mais des animaux domestiques. Même des également. Animaux domestiques. Oui, le petit chiot qu'on voit qui a 2 mois, on revient en voiture, on passe par l'Espagne, on met ça dans le coffre, histoire que le douanier ne le voit pas, puis on arrive chez le vétérinaire, puis le chien n'est pas identifié, tout ça. Et il s'avère qu'il est porteur de la rage. Donc faire très très attention à ça. Le deuxième conseil, on parlait des abeilles.
Une erreur qu'on fait souvent, je suis aussi apiculteur. Sur des forums, en fait, je vois beaucoup d'apiculteurs qui demandent quoi faire de la cire qu'ils ont sur les vieux cadres sur lesquels les abeilles ont vécu, ont bâti, etc. Que faire de la cire? Est-ce que je peux faire des bougies avec? Est-ce que vous avez des recettes? Alors oui, il y a beaucoup de recettes pour faire des bougies avec la cire d'abeille. Faites très attention quand vous achetez sur les marchés de la cire d'apiculteur. Si c'est une cire brune, foncée, ne l'utilisez jamais en intérieur. Il faut savoir que la cire va garder ad vitam tous les polluants auxquels elle a été confrontée, avec laquelle elle a été en contact. Donc la cire d'abeille peut être vraiment chargée en beaucoup de polluants. Que ce soit des polluants atmosphériques, que ce soit l'abeille qui soit allée un peu n'importe où, ou que ce soit des produits, médicaments avec AMM, ou malheureusement certains apiculteurs utilisent des médicaments hors AMM, donc en toute illégalité, dans la ruche, pour traiter notamment certains parasites. Donc cette cire peut être chargée en polluants. Donc n'utilisez pas la cire d'abeille, surtout si elle est brune en intérieur, mais plutôt pour décorer le jardin à l'extérieur, ça ne pose pas de problème. Merci. Aude Leblanc, un dernier conseil pour cet été? Je trouve qu'on parle beaucoup santé, mais ma casquette est aussi environnementale. Oui. Et du coup, je dirais de faire le tri dans ses produits et d'être un peu minimaliste. Et pour faire le tri dans ses propres produits à la maison, il y a des applications qui marchent très bien, qui sont de bons indicateurs. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas scientifique. Je ne sais pas lire une étiquette sur un emballage. Est-ce que le produit est sain ou pas? Il y a de super applications qui peuvent vous aider, ne serait-ce que faire le tri dans son tiroir de la pharmacie ou de la salle de bain. Avec ces applications, c'est se dire, tiens, les produits que j'utilisais tous les jours, finalement, il y en a peut-être que la moitié qui sont plutôt sains. Et le reste, je mets de côté. Et du coup, être plutôt minimaliste. C'est le principe du One Health, l'environnement dans lequel on vit, s'il se dégrade, on se dégrade également. Et quand je mets de côté, j'envoie à la recyclerie, à la déchetterie. Voilà. Pas dans l'évier. Pas dans l'évier, on vide pas dans l'évier. Il est 21h-5, on va en finir maintenant. Bien sûr, vous pourrez discuter avec nos intervenants et avec toutes les personnes qui sont présentes juste à l'extérieur avec un verre de l'amitié qui vous attend. Et puis, bien sûr, on vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, malgré tout. Et puis les prochains rendez-vous, peut-être qu'on peut... Non, on n'a pas encore les dates des prochains rendez-vous. En tout cas, ils sont trimestriels. Les rendez-vous de la santé, bien sûr, vous serez tenus informés. N'hésitez pas à aller sur le site du conseil départemental. Vous aurez les informations. Et puis, bien sûr, la communication sera faite pour vous informer des prochains sujets, des rendez-vous de la santé. Merci en tout cas d'être venus. Et puis, on vous attend pour boire un petit verre de l'amitié. Et merci à tous d'être venus. Très, très bonne soirée à toutes et à tous.